Bon les mecs, ce soir j'ai pris pour ma review, j'ai pris une bande dessinée qui s'appelle Seven to Eternity. Alors je sais, le titre ressemble vachement à Seven Soldiers of Victory. Vous vous souvenez le focus que personne n'a lu il y a quelques mois. Oui, c'est bon. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci vous m'avez pas fait le même coup parce que non mais Eric, tu dis c'est bon, mais moi je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Joe, sache une chose. Ouais. Comics Outcast est plus grand que nos erreurs. Pas pareil, mes erreurs, plus grandes. Comics Outcast, pareil. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 67e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, nous vous proposons un séjour d'1 heure au pays des comics. Seule condition pour embarquer avec nous, avoir de bonnes oreilles et ne pas avoir peur de faire de jolies découvertes. Et une grosse... Waouh. Pardon. Moi, c'est Eric aux commandes de l'émission avec Adrien, notre réalisateur. Ouais. De loin là-bas. Cette semaine, 3 chroniqueurs autour des micros du studio de la Buanderie. Il y a Joe. Salut. Comment tu vas ? Mais ça va super, je suis très très content d'être avec vous parce que je ne le suis pas beaucoup en ce moment. Effectivement. Et donc je suis ravi de vous rejoindre pour cette nouvelle émission. Et ben nous aussi on est content de te voir. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je lis en ce moment pas mal de... je lis un bouquin de Guillermo del Toro, enfin un bouquin sur une exposition de Guillermo del Toro qui s'appelle At Home with Monsters, que je trouve assez passionnant, où ça brasse beaucoup de ses influences et de comment il a créé son univers et comment il envisage ses films. C'est vraiment super cool. Et je lis un petit recueil de nouvelles en anglais dans le texte qui s'appelle Night Music, qui est une sorte de recueil de nouvelles un peu macabre, un peu fantastique. Toujours autour de son univers à lui. Non, rien à voir. Ah d'accord. Rien à voir. Avec nous également, il y a Grégo. Tout à fait. Comment ça va ? Ça va excessivement bien. Ah donc plus que la moyenne. C'est plus que, pas autant que Comics Outcast, pas plus grand que Comics Outcast, mais tu vois. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? J'ai commencé sur les conseils de Daniel, Transformers, More Than Media. Oui. Alors il dit que ça défonce. Ouais. Et j'ai juste commencé, j'en suis pas encore au passage où ça défonce, mais ça m'a bien hypé déjà tout ce que j'ai lu là. Et une nouvelle chroniqueuse qui fait son entrée dans les rangs de Comics Outcast, c'est Alex. Salut, comment ça va ? Ça va bien, un peu stressé. Oh, y a pas de raison, t'inquiète pas, tu es bien entouré, on est tous tranquilles, détendus. Ouais. Oh, oui, on est pas sûr. On est entendu, ouais, à peu près. Ouais, tout à fait, nous sommes détendus. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, Alex, nouvelle chroniqueuse de sexe féminin. Ah bon ? Ouais. What ? Ah oui, ouais, du Alex, excusez-nous, oui, Alex, avec un E à la fin. Et donc un peu noobie sur les bords, mais je viens pour prendre des cours avec vous en fait. Bah Daniel n'est pas là, donc tu t'es trompé d'émission. Au nom de toute l'équipe, bienvenue dans Comics Outcast. On espère que tu te plairas autour de nous et que tu aimeras faire des reviews, comme tous les autres. Au nom de toute l'équipe, sauf Zef, qui à mon avis ne dit non. Et sauf Julien aussi, Julien il en a rien à foutre de toi. Je te dis tout de suite, il est loin là-bas, il s'en fout, et Geller non plus. Non, si Geller il est toujours à parmi nous. On déconne, là. Non, je déconne pas. Ça fait quand même beaucoup de membres quand viennent à déménager pour plus faire le podcast. C'est incroyable, hein. Une qui part à Rouen, l'autre qui part à Lille, l'autre qui part au Kenya, quoi. C'est quoi la suite ? L'autre qui va sur la Lune. C'est moi qui pars en couille. Wow. Ok. Autre chose qui devrait vous plaire, c'est le programme de cette semaine, toujours aussi sympathique. Et je dois noter que l'épisode est relativement sanglant cette semaine, avec la revue de Renato Jones, The 1%, une petite revue rétro avec le classique American Vampire, ou encore un titre de Remender, Seven to Eternity. Le focus sera présenté par Grégo, et qui va nous proposer cette semaine de découvrir le Hasbro Comic Universe à travers le crossover Révolution. Et en dernière partie d'émission, on a regardé pour vous la série Powerless et on vous dira ce qu'on en a pensé. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Laissez vos commentaires sur le site de Radio Kawa sur la page de l'épisode. Et on le dit rarement, mais si vous aimez notre émission, faites un petit tour sur iTunes et mettez-nous des petites étoiles. Si vous savez pas combien mettre, je trouve que le chiffre 5... c'est un chiffre... Ouais. Le chiffre 5, c'est noble, c'est sympa. Ouais. Il y a des gens qui osent pas mettre 5, qui peuvent mettre 4. Non, mais 5 c'est mieux. Il y a des angles et des ronds. Ouais, mettez ce que vous voulez. Mais 5 surtout. Voilà, sur iTunes, vous avez, vous savez comment faire, sinon vous en parlez à vos voisins. Quand tu dis iTunes, j'ai l'impression que tu parles d'une chaîne qui passe que des cartoons. Et là, tu vas me donner une idée de ouf si j'avais une holding. Ouais. Et que je... bref.
On fait ça, mec. Je suis On fait fatigué ça. et malade. On va faire ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Comics Outcast numéro 67, c'est parti. Ah, il y a quelqu'un qui a fait le douloulou, parce que Ah Ben oui. n'est pas là. Ben, je name drop depuis tout à l'heure, mais ça va Ben? Bonjour Ben. Il n'écoute pas les autres C'est émissions. Joe et mais- Ben, les louloulouloulou. C'est ça les... Ben et Joe. Première revue de cette semaine, il s'agit de Renato Jones de 1%. Vous avez certainement reconnu le rapport mathématique du pourcentage, mais c'est surtout un... Non, pas forcément. Moi, je l'avais pas reconnu avant de commencer à lire. Hein. Ah, Non. La et le référence, lien c'est socio-économique peut-être. Bah oui, mais après, une fois que j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah, ce 1% là. Et Mais au si début, vous, auditeurs, vous n'avez pas encore compris, eh bien c'est Grégo qui va nous expliquer cela en détail pour cette review. Avec grand plaisir, Eric. Donc le 1%, le fameux 1%, les 1% de la population les plus riches du globe. Donc ce comics Renato Jones se situe dans cet univers, puisque le nôtre, en fait. héros, l'univers bien particulier des 1%, donc un univers fait d'opulence et de richesse. Et donc notre héros, Renato Jones, est donc membre de cet univers, mais a une histoire un petit peu à part, puisque ses parents se sont fait assassiner. Alors, toute ressemblance avec un super-héros existant ne serait que pure coïncidence. Tiens. Et lui s'est retrouvé abandonné. Il a grandi par lui-même dans les rues de Jakarta, où il a vécu de petits larcins et de petits trafics, notamment de drogue, où il finira par se faire attraper par la police locale. Mais il sera sauvé par son côté européen et il reconnaîtra un avis de recherche avec sa petite frimousse dessus, ce qui lui permettra de rentrer aux États-Unis et de réintégrer la famille riche à laquelle il appartenait. La haute. Je vous passe les petits twists intermédiaires que je vous laisserai découvrir par vous-même. Renato Jones, élevé comme ça dans la pauvreté, il découvrira aussi surtout que ses parents sont morts à cause de leur argent et à cause de la vénalité de certaines personnes. Et donc s'apercevra que ce monde des 1% est un monde évidemment corrompu, peuplé de gens immondes qui ont perdu toute notion d'humanité, de justice sociale, qui n'ont de respect. qui n'ont aucun scrupule à briser la vie des gens des classes inférieures, classe pauvre, classe moyenne. Il marche sur tout le monde, quoi. Voilà. Et donc Renato Jones, lui, se dira, moi, quand même, c'est pas très très sympa ça. Je vais être le justicier de ce 1%, puisqu'ils sont intouchables. Ils sont au-dessus des lois. Ils arrivent toujours à s'en sortir grâce à leur argent. Et donc Renato Jones va commencer à se livrer à un petit jeu de massacre assez jouissif, faut bien le dire, aussi bien au niveau de l'histoire que graphiquement. Et il va prendre pour cible certains personnages particulièrement vils ou particulièrement corrompus et faire justice lui-même. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que... alors déjà, juste préciser une chose, pardon, c'est sur le générique. C'est un artiste canadien qui s'appelle... Alors, je ne sais pas prononcer le premier mot, mais Care ou Care. C'est Kyle Kyle Andrews. Je proposais de l'appeler KK. Je voulais pas le faire en français. KKA, c'est pas terrible. Qui, sur son comics, dit bien que c'est lui qui a créé le personnage, qui a écrit l'histoire, qui a illustré le comics et qui possède. C'est un mot qui est écrit en gras et coloré. Ouais. Il possède le personnage. Donc j'ai pas compris le message, mais En fait, c'est son petit bébé. J'ai lu un peu une interview de lui pour préparer ma chronique. Ouais. Donc c'est son bébé. Il en est très très fier. Avant, il a pas mal bossé chez Marvel sur à peu près tous les titres, X-Men, Spider-Man. Et c'est lui, je crois, qui était aux commandes. Surtout d'Iron Fist, à chaque fois je le prononce extrêmement mal, d'Iron Fist sur le run The Living Weapon. C'est ça. Qui est plus ou moins, si je ne m'abuse, le run qui inspire un peu la série à venir, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est pas n'importe qui, il a un bon background. Adrien regarde des vidéos sur Facebook pendant ce temps-là. Et donc il a un bon background derrière lui et c'est un des rares auteurs qui est encore à la fois scénariste et dessinateur de ces histoires en fait. À noter et à respecter. Et pour faire un petit point aussi sur le dessin, moi j'ai particulièrement bien accroché. C'est un style, comment dirais-je,
qui peut sembler approximatif, mais qui en fait, je pense, est très travaillé. C'est un trait assez ciselé. Et puis il y a des superbes pages et doubles pages qui sont toutes en jeu, alors ombre et lumière ou en contraste noir-blanc, qui peuvent aussi un peu rappeler Sin City. Oui. Moi, ça m'a rappelé. Alors, sûrement aussi d'autres comics, mais j'ai tout de suite repensé à ce jeu qui était sorti sur Wii il y a quelques années, qui s'appelait Mad World, qui était assez excessivement violent. Oui. Et c'est un peu les mêmes contrastes. Et parfois, il faut. Tu as limite deux images dans la même planche où tu as un dessin en noir et un dessin en blanc qui se superposent, et il y a des choses assez jolies comme ça dedans. Alors Mad World, c'était un jeu qui était en cel shading mais exclusivement en noir et blanc. En noir et blanc, et du coup il y avait que le sang inspiré de Sin City dans l'esprit, et uniquement le sang était, enfin le rouge était la seule couleur qu'on voyait quand ce héros avec une scie circulaire tranchait les gens. Extrêmement original. Donc, ouais. Voilà. Alors, du coup, t'en as pensé quoi? J'ai bien accroché, j'ai trouvé que ça se lisait bien. J'ai acheté le tome 1 en fait, et du coup j'ai déjà lu les 4 premiers numéros, j'ai enchaîné, donc c'est plutôt bon signe. L'histoire évolue pas mal, on a l'impression au départ que c'est assez réaliste et peu orienté super-héros. Et au final, l'histoire évolue, il découvre des complots avec des histoires de pouvoir, d'autres méchants un peu tarés, costumés, etc. quoi. Donc, je pense continuer, c'est pas mal. Alex, merci Grégo. Alex, qu'as-tu pensé de cette BD qui, pour le coup, sort vraiment, je trouve, du contexte de ce qu'on peut lire ailleurs? Est-ce que t'as aussi pensé ça, que c'était un peu... Enfin, que ça sortait du lot, quoi? Ça sortait complètement du lot pour moi. Et surtout, je remercie Grégo parce que c'est le premier comics que j'ai lu pour Comics Outcast. Ouais. Et j'ai adoré. Vraiment, à la fin du premier issue, je me suis dit, ah ouais, là, si tous les comics que je vais lire pour préparer l'émission... Oh que non. Ah là là, détrompe-toi tout de suite, la chute sera rude. Oui, bah en effet, j'ai découvert assez vite, mais oui, je me suis dit que ouais, si tout était de ce niveau, mais j'allais adorer participer à cette émission, etc., la préparer. Mais en fait, tu la quittes dès maintenant, c'est ça? Non, je vais au moins vous parler de Renato Jones avant. Ouais, j'ai adoré. Et donc, il y a pas mal de petits détails qui m'ont paru intéressants. T'en as pas trop parlé, mais dans son entourage, il y a sa meilleure amie. Enfin, en gros, on voit qu'il essaye de dénoncer les 1%, mais en même temps, il a un regard aussi un peu tendre par rapport à d'autres, et il nous dit, bon, ils sont pas tous méchants, ils sont pas tous dans le même moule. Ouais. Par contre, ceux qu'il aime pas, clairement, il y en a un qui ressemble à Trump. Ah oui, c'est particulièrement dans le 2e numéro, effectivement. Exactement. Et ouais, donc il leur arrive des choses assez sympathiques à ces 1%. Mais on voit bien qu'il met pas tout le monde dans le même lot, et c'était assez sympa à découvrir. Moi, je me demande vraiment vers où on va, parce que moi, je me suis arrêtée aux 3 premiers issues, donc... C'est vrai que le plot principal est peut-être pas encore posé pour le moment, c'est du jeu de massacre, on a des éléments qui arrivent au fur et à mesure. Mais ça avance et pas t'as remarqué sur Trump, c'est intéressant puisque dans le numéro 4, c'est encore plus flagrant, quoi. C'est-à-dire qu'ils reprennent quasiment son slogan de campagne. Oui. Si je me trompe pas, ça a commencé en mai 2016, donc il n'était pas encore candidat. À l'investiture en mai 2016, il était déjà candidat. Ah d'accord. C'était clairement candidat. Pas élu. Je crois qu'il n'était pas encore l'unique candidat des Républicains. Des Républicains. D'accord. Et encore. Et du coup, toi également, Joe. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que toi aussi t'as trouvé que c'était vraiment... T'avais terminé, Alex? Ah pardon, excuse-moi, Alex. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, je voulais juste raconter une petite anecdote du coup, parce qu'à la fin... T'as vu comme je considère mon prochain? Merci beaucoup, Joe. Oui, alors que moi je la chasse, genre c'est bon. Non, mais du coup, à la fin de l'issue 1, on a enfin, moi je l'ai lu en VO, et on a l'auteur qui lance un cri du cœur aux auteurs ou aux personnes qui voudraient créer du comics, en leur disant si vous avez des créations à vous, allez-y, quoi. Franchement, faut y aller. Donc j'ai screenshoté ça. Ouais. Je l'ai mis sur Twitter en disant je suis en train de tomber amoureuse de Car. De Car. KK. De KK. Et le gars m'a retweeté en disant tout est toujours plus beau en français. Donc je pense qu'il a rien compris à ce que j'ai dit. Et là il était 1h du matin, je finissais ma lecture et je me sentais très très bien.
C'est bien, c'est gratifiant quand même de se faire. What a way to commence Comics Outcast. Alors, boum, sur ta première review, top, le mec te fave. Merci Grégo. De rien, tu l'inviteras en guest dans une prochaine émission. Oui, d'ailleurs, c'était prévu, je voulais pas vous le dire, mais il vient dans 10 minutes, il arrive. Et il va tout péter parce qu'à mon avis, c'est un gros punk. Et toi, Joe, justement, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande dessinée ? Alors, quelle bonne surprise. J'étais vraiment, j'ai passé une lecture tout à fait jouissive, un plaisir un peu régressif par moment dans sa violence vraiment assez tape à l'œil. Effectivement, la manière qu'a Renato Jones de rendre la justice est particulièrement graphique, et sa violence est à la hauteur de l'esprit tordu de ses victimes. C'est-à-dire qu'on a effectivement affaire à la lie de l'humanité, c'est-à-dire des gens qui se servent de l'argent non seulement, comme le disait Greg, pour s'élever au-dessus des autres, pour briser des vies, mais aussi pour semer le malheur et le chaos autour d'eux, vraiment. C'est-à-dire que c'est des personnes assez haïssables, et du coup forcément en tant que lecteur, quand tu sais que tu lis un comics et que c'est pas la vraie vie, c'est hyper jouissif de les voir subir les pires atrocités avant de crever, que ce soit aussi bien psychologique que physique, parce que ce Renato Jones, même si c'est un justicier particulièrement violent, il a aussi sa manière à lui de bien retourner le cerveau de ses victimes avant de les envoyer en enfer, et c'est vraiment cool. Visuellement, j'ai beaucoup aimé aussi. Effectivement, il y a une sorte de frénésie qui est pas sans rappeler le Frank Miller des débuts de Sin City. J'ai trouvé aussi que dans l'atmosphère, si vous aimez le comic book Deadly Class de Rick Remender, même si l'histoire n'a rien à voir, il y a une sorte d'esprit punk, d'un truc un peu nihiliste, un peu anarchiste, qui crée des ponts, en fait, je trouve, entre ces deux œuvres. Il y a quelque chose de Nick la Terre entière, et on suit notre propre chemin, quitte à ce que ça foute le bordel partout autour de nous. Et ça m'a beaucoup plu, et dans le comics, et dans effectivement le discours, le petit texte de l'auteur à la fin de la première issue, que j'ai trouvé hyper galvanisant, et qui me rappelait aussi les discours un peu de Remender, genre j'ai grandi dans les années 80, j'écoutais du punk, je disais à tout le monde d'aller se faire enculer, et aujourd'hui les comics que je fais représentent un petit peu le mec que j'étais à cette époque-là, et je trouve que ça se ressent vachement dans les pages du comics. Et donc moi j'ai très envie de savoir vers où ça va, parce que je pense que même si ces trois premiers numéros sont assez terre à terre, avec on nous explique du background, effectivement on a un héros qui trie le mauvais grain de livret, et donc on installe pas mal de trucs, mais je sens que ça peut partir rapidement en couille vers quelque chose de plus à costume débile et à méchant de plus en plus extravagant, et j'ai hâte de voir si le mec va vraiment crescendo dans la folie, quoi. Ça peut se casser la gueule en cours de route, ça peut aussi justement partir trop dans des excès, mais ça peut aussi créer la surprise et devenir l'une des BD les plus débilement jouissives de ces prochains mois, quoi. Ah oui, parce que c'est juste un défouloir, en fait. Ah ouais, c'est un gros défouloir. Ouais. Il y a deux choses que je voudrais noter dont vous n'avez pas parlé, c'est que les encarts publicitaires qu'il y a dans ce comics sont des fausses pubs qui mettent en avant justement la vénalité justement de ce monde qui vit grâce à son argent et qui en profite. Moi, ça m'a fait penser aux pubs 1 Million de Paco Rabanne. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, les pubs pour parfum, mais c'est Renato Jones, justicier de luxe en français. C'est ça, ouais. Et l'autre truc que j'ai bien aimé, enfin justement deuxième référence aux jeux vidéo, c'est vrai que la première j'avais pas pensé quand tu parlais de Mad World, mais je pense beaucoup au jeu de Suda Goichi, type Killer 7 ou l'autre c'est quoi déjà, No More Heroes, où justement la violence est tellement banale entre des personnes qui sont à peu près ordinaires, parce que quand on regarde le héros, en fait c'est juste un bonhomme qui a un flingue épée, un flingue couteau, c'est un gamin, qui est très agile clairement, mais qui il a juste une idée en tête, c'est se venger. Et dans les jeux à la Suda Goichi, c'est un peu ce genre de choses où on voit
des personnes qui ont une seule idée en tête, qui font des choses extrêmement violentes pour atteindre leur but et qui après ils continuent à boire leur café et le lendemain tout va bien quoi. C'est important de préciser qu'effectivement de tout ce qu'on a dit tous les trois, on pourrait avoir l'impression que le mec a juste envie de eat the rich, tu vois, sauf que effectivement il y a quand même une histoire de vengeance effectivement. Oui, c'est motivé. Et puis ses cibles ça reste des criminels aussi hein. C'est pas que des gens riches, ils tuent pas juste les riches parce qu'ils sont riches quoi. Mais alors pour un point quand même je voulais savoir, parce que moi j'avais compris, je l'ai peut-être compris à l'envers. Je pense que c'est le même truc que toi. Vas-y, pose la question. Dans ta présentation, parce que j'ai vachement hésité, je crois, de savoir de quoi tu parles. Pour moi, il a vu un avis de recherche et il s'est approprié l'avis d'un autre. Ouais, j'ai vachement hésité. J'ai très mal compris cette partie. Alors, tu connais vraiment le fin mot de l'histoire? J'ai pas le fin mot de l'histoire. J'aurais dû le vérifier d'ailleurs. Je m'aperçois ça. Mais il y a un gros doute sur l'identité du gamin. Est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que j'ai relu plusieurs fois les passages? Que le vrai Renato Jones a vraiment disparu, ou en tout cas qu'il est mort et qu'on l'a jamais retrouvé, et que c'est un enfant qui a plus ou moins pris sa place. Exactement. Mais ce qui m'a étonné, c'est que par la construction du numéro, on a l'impression que le tout début, c'est quand même un de ses souvenirs. C'est ça qui m'a un peu troublé. Mais je suis content que vous ayez douté aussi, parce que j'avais un gros doute. Mais en fait, ça m'emmerde que tu doutes, parce que tu l'avais dit avec tellement d'aplomb dans ta présentation que je n'ai absolument aucun doute. En fait, je pense qu'il laisse volontairement planer le doute et qu'à la fin, on apprendra que c'est bien lui. Mais le problème, c'est que son majordome... Alex. Non, je dis des noms pour reconnaître les voix, c'est tout. Il y a une seule meuf autour de la table, hein, oui, donc c'est vrai. bon, ça va. Fille. Son majordome, là, qui l'entraîne un petit peu, voilà, exactement, semble dire que, au début, en tout cas, il lui donne des billes pour survivre au début, et il a l'air de dire, je t'ai pas recueilli pour rien, et... mais il y a aussi une scène où ils sont dans un avion et où il lui explique que ses parents ont été assassinés et tout. Donc je sais pas, c'est un peu. On a l'impression qu'il lui apprend la vie du gamin qui a disparu. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu comme ça, carrément. Écoute, que de mystères à découvrir. Et puis, lui et sa voisine, ils ont un petit discours en mode mais t'es pas de ce monde. Oui, si t'es pas de ce monde. Ils ont l'air d'être les bons dans cet univers de pourriture. C'est-à-dire que, oui, comme tu disais, il existe quand même des gens bien chez les riches, même si c'est pas vrai. Je rigole, je suis pauvre. Deuxième revue de cette semaine, il s'agit de American Vampire. Alors, clairement, je pense que certains de nos auditeurs doivent peut-être déjà connaître ce comics, mais ça ne coûte rien d'en reparler. Enfin, d'en parler pour ceux qui connaissent pas, comme moi, hein, parce que moi, je ne connaissais pas ce comics. Et c'est Alex qui l'a choisi. Tu connaissais pas ou juste tu l'avais pas lu? En fait, quand l'histoire de ma vie, quand je suis arrivé dans la boutique dans laquelle je travaille maintenant, il y avait plein d'American Vampire, mais je regrette instantanément d'avoir posé cette question. Et c'est la fin de mon histoire. Donc, un comics de chez Vertigo aux États-Unis et Urban en France, parce que c'est sorti en 2010, écrit à la fois par Scott Snyder et Stephen King, et illustré par Raphaël Albuquerque. J'ai jamais su comment prononcer ce mot en anglais. Albuquerque. C'est un brésilien. Albuquerque. Et c'est Alex qui va nous en parler. Exexactement. Donc un comics de chez Urban Comics qui a gagné en 2011 un Eisner de meilleur nouveau comics, de nouvelle série. Oui. Ce comics, alors au tout début, je l'ai choisi à cause de sa couverture avec ce cow-boy, ce vampire cow-boy. On voit pas ses yeux. Franchement, il inspire. Enfin, moi, que du bon. Ouais, c'est ça. Dès le début, il m'a carrément inspiré. Je me suis pas rendu compte tout de suite que Stephen King était dans le projet, mais j'avoue que direct, j'ai ouvert et j'ai lu la préface. Et là, je tombe sur quoi? Une préface de Stephen King qui dit tais-toi et suce. Donc, ça met dans le bain direct. Avec dès le début, il nous dit un vampire, c'est censé faire quoi? C'est pas censé être là pour les midinettes, c'est pas censé être là pour faire pleurer les chaumières, quoi, mais c'est là pour tuer, quoi, ma poule. En plus, il le dit vraiment, c'est traduit, moi j'ai la version urbaine, mais il dit c'est là pour tuer ma poule, go. Et c'est exactement ce qui va inspirer à ce Skinner. Et moi, il m'avait eu rien qu'avec ça, hein. Franchement, les premiers paragraphes de sa préface, j'étais dedans. Alors, ça parle de quoi? Ça parle, dans un premier temps, de Pearl Jones, donc, qui est une jeune fille qui essaye de percer dans le cinéma. Oui. Et qui qui, avec sa meilleure amie, fait de la figuration. D'accord. Sur un long métrage. On rappelle qu'on est au début du siècle dernier, je crois. En 1925, pour être précis. Et elle a un caractère bien trempé, ça le sent. Elle se laisse pas démonter, même quand elle est dans des situations un peu particulières où elle est sous pression ou autre. Mais elle a l'air un peu naïve.
Cette jeune fille, du coup, elle va se faire inviter par la star de son film. Elle va se faire inviter à une soirée. Et il y a une personne louche, très très louche, qui traîne vers chez elle et qui lui déconseille d'y aller. Bon, alors elle va lui répondre avec toute sa verve et son vocabulaire sympathique. Mais elle va quand même y aller et malheureusement pour elle, elle va tomber dans un piège et sur un nid de vampires. Donc c'est là que ça arrête une partie de l'histoire et là on embraye sur un retour en arrière en fait en 1880 il me semble avec un jeune homme, un homme qui se fait arrêter après avoir braqué une banque 6 mois plus tôt. Donc il y a tout il est embarqué par plein de personnes, donc plein de personnes se sont déplacées pour le voir pendu. Et cette personne ressemble étrangement au monsieur louche qui avait mis en garde, qui va mettre en garde, donc plutôt dans le futur, Pearl Jones. Et là, on apprend l'histoire de Skinner Sweet. Skinner Sweet, c'est un jeune homme franchement peu recommandable. C'est mon héros. C'est un connard fini, le gars. Ouais, c'est particulier parce que ouais, justement, on aime le détester, je pense. Ouais. C'est un connard fini. Le gars, il est sans foi ni loi et il fait des ravages autour de lui. Il s'en fout. Dès le début, on se rend compte qu'il a tué un enfant. Pendant son braquage, il a tué un enfant, mais le gars. Qui ne l'a jamais fait. Voilà, c'est bon, rappelle-toi, c'est bon, tu l'as fait une fois. Enfin bref, donc plein de monde se déplace pour le voir pendu, dont la personne dont il a dévalisé la banque. Il y a une tentative d'évasion, tout ça. Et là, du coup, plutôt que de laisser Skinner Sweet s'enfuir, celui qui possédait la banque décide de s'en occuper lui-même. Et là, on découvre que c'est un vampire. Il va donc tuer Skinner Sweet. Malheureusement pour lui, son sang va se mélanger au sang de Skinner Sweet. Et donc, les premiers issues s'arrêtent comme ça. On enterre Skinner Sweet, qui est laissé pour mort, tout comme Pearl Jones, je ne l'ai pas dit, mais Pearl Jones aussi est laissé pour morte à son époque. Et ça s'arrête comme ça, avec Skinner Sweet qui sourit dans sa tombe joyeusement. Et donc, on en rembraye deuxième parce qu'il issue. est confort. Il est bien dans sa petite tombe. Ouais, ça doit être cool. Et donc on embraye sur un issue 2 où on a Skinner Sweet, donc c'est bien lui, qui décide de transformer Pearl Jones qui est au bord de la mort. Il la transforme et il lui explique que c'est une nouvelle race, lui et elle sont une nouvelle race de vampires, que les vampires en fait quand ils transforment une personne sur un nouveau territoire, ça peut donner une nouvelle espèce et que c'est les vampires américains qui a les vampires européens. Et là, en fait, l'histoire elle va se continuer comme ça, avec à la fois l'histoire de Pearl Jones, qui elle va se venger, entreprendre sa vengeance, et on retourne dans le passé en 1880 et quelques avec Skinner Sweet, enfin sorti de sa tombe, qui fait des ravages et qui laisse des villes entières complètement ravagé après son passage. Il explore ses nouveaux pouvoirs et tout, et il a l'air de vraiment, vraiment, vraiment bien s'amuser. Donc en fait, on a par exemple, parce que je me rappelle, parce que moi j'ai lu que les 3 premiers, mais dans chaque issue, on a le truc divisé en 2, c'est ça ? Alors, c'est plus complexe que ça. Parce que du coup, American Vampire, ça parle de l'Amérique, ça parle de l'histoire de Skinner Sweet, mais aussi de l'Amérique et de sa construction. D'accord. Et du coup, dans les issues qui vont suivre, alors, King va participer qu'aux 5 premiers, donc il est à la naissance et il va établir l'histoire de Skinner Sweet. D'accord. Mais Snyder, dans le reste, il va raconter toute l'histoire de l'Amérique et il va revisiter l'ensemble. Donc en gros, ça date, on va explorer bien avant même Skinner Sweet avec la guerre contre les Indiens, etc. Et D'accord. donc lui, son but à Scott Snyder, ça va être de revisiter donc le monde moderne, le passé de l'Amérique et le tout sous le joug des vampires. Et le spectre de vampire. Voilà, exactement. Donc, quelque chose à ajouter, pardon, parce que je t'ai coupé juste pour cette question, mais je te laisse continuer. Non, mais donc voilà, c'est exactement, j'allais embrayer sur ça, on explore l'Amérique à travers les yeux des vampires et de Skinner Sweet, parce qu'à peu près tout est relié quand même à cet homme. Et alors moi je suis allée bien plus loin que les 3 premiers issues, hein. Mais et c'est jouissif parce que comme le disait du coup Joe, c'est un connard, franchement, il y a pas d'autre mot, ce gars, il est pas fréquentable tout ça, mais on adore s'accrocher à lui. Et puis il y a son pendant Pearl Jones,
cette fille, c'est devenu une arme de destruction massive, mais elle garde son caractère et son humanité. Donc en fait, on a les deux choses. On voit que le vampire, c'est pas le vampire qui fait la personne, mais c'est la personne ce qu'elle était avant. Si c'était un connard fini, ça reste. Ça reste et c'est avec des horrible, pouvoirs. voilà. Grégo, pardon. Oui, moi j'avais une question parce que j'ai lu que les 3 premiers numéros. En fait, il va traiter l'histoire des États-Unis pendant toute la série, c'est ça, mais il va le faire dans un ordre chronologique, c'est ça ? Non. En partant de. Non. Enfin, si mes souvenirs sont bons, il passe d'une époque à une autre, un peu selon ce que nécessite son récit. C'est-à-dire, s'il a besoin de raconter par rapport à un personnage un truc qui s'est passé bien avant, il va se replonger dans une autre période et dans un autre milieu aussi de la société américaine. Et du coup, non, ça suit pas l'ordre chronologique. D'accord. Si je me souviens parce bien. que ça aurait été intéressant d'avoir une histoire de vampire. C'est pas rare dans l'histoire de vampire d'avoir des flashbacks du coup. Ouais. Et ça aurait été intéressant d'avoir vraiment une histoire complètement chronologique sur des dizaines et des dizaines d'années. Alors, C'était une parenthèse. dur à écrire ça. Tu l'as d'une certaine manière, c'est ce qu'il Mais propose. dans le désordre. Ouais. Mais dans le désordre, ouais. Fragmenté en tout cas. Quelque chose à ajouter, Alex ? Mais non, chez Urban, on en est à 9 tomes, il me semble. Ah ouais, donc c'est bien lourd. Ah ouais, Je rappelle que ça a commencé en 2010. Hein. Exactement. Et là, voilà, moi j'attends avec impatience la suite des aventures de Skinner. Ah oui, et donc ce que j'ai pas dit par contre, c'est que on a Skinner et Pearl, ça c'est le noyau dur, mais on a énormément de personnages, par exemple qui étaient déjà présents dans le wagon, dans le train qui embarque Skinner vers la potence. On a les vampires européens, on a un shérif, on a Henry, qui va être, enfin bref, qui va être. Faut pas vous dire qui c'est, mais il va être important. C'est pas vraiment un spoil, mais bon, qui va être l'ami de Pearl. Et toutes ces personnes, en fait, ont vraiment un rôle important. C'est pas comme si c'était des petites pièces rapportées à l'histoire. C'est des personnes qui, au fur et à mesure, vont prendre de l'importance ou qui vont avoir un impact assez important sur le reste de l'histoire. Donc une vraie construction bien écrite. Exactement. Et qui fait lier tous les persos les uns aux autres de façon organique et pas. Le noyau dur, ça va rester les deux, hein, mais il va se passer énormément de choses avec énormément de personnages et d'autres qui vont arriver. C'est riche. Alors Joe, on t'a entendu intervenir. J'imagine que tu connaissais déjà le comics, mais du coup le début, est-ce que l'avoir, je sais pas si tu l'as relu pour l'émission, mais non. Comment est-ce que tu pourrais le recommander à nos auditeurs? Alors, j'étais ravi qu'on en parle parce qu'effectivement, je crois qu'on n'en avait jamais parlé de tout Comics Outcast. Peut-être parce qu'effectivement, ça datait de 2010 et que du coup, on s'était attaché à parler de trucs un peu plus récents. Et ça me fait plaisir qu'on revienne sur ce truc. On aurait carrément pu faire un focus dessus parce qu'effectivement, c'est quand même une grosse œuvre qui ont engendré Stephen King et Scott Snyder. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au-delà de Stephen King, qui finalement a eu une importance pour le lancement de la série, mais qui s'en est rapidement détaché, il a établi les bases avec Snyder. Le reste, c'est vraiment l'œuvre la plus conséquente, je pense, de Snyder, en ça que il a ses obsessions habituelles, c'est-à-dire même dans Batman, même dans tout ce qu'il a fait ailleurs, parallèlement, il y a toujours cette notion d'histoire, c'est-à-dire de revenir aux origines de quelque chose et de raconter comment un lieu, une société a évolué à travers le média du comics. C'est ce qu'il avait fait dans Gates of Gotham, par exemple, de Batman, où il revenait aux fondations de Gotham City et des grandes familles qui avaient établi cette ville. Là, il fait pareil avec l'Amérique et même par moment l'Europe, puisqu'effectivement il y a tout un clan de vampires européens qui laisse également supposer comment les choses se passaient à ce moment-là en Europe, quelles étaient les relations en tout cas entre l'Amérique et l'Europe. Et du coup ça va au-delà du récit de vampire, même si c'est effectivement ça qui fait le sel et la différence de cette série, mais tout le côté histoire cachée de l'Amérique est vraiment hyper intéressant, parce que plus on va avancer, effectivement, il y a le western, il y a les années 20, mais il y a aussi la conquête de l'espace. Ça va très très loin, et c'est toujours passionnant. Il y a toujours effectivement Pearl Jones et Skinner Sweet qui sont vraiment le fil rouge de tout ça, et à travers leur immortalité, on prend encore plus de plaisir à voir défiler les personnages autour d'eux, à les voir vivre et mourir, et eux être en fait ce sorte de socle auquel on se raccroche, et qui sont témoins de toutes ces périodes-là, qui voient le monde évoluer, et qui petit à petit, au fur et à mesure de leur évolution, non seulement eux évoluent en tant qu'êtres
pas être humain, mais en tant qu'être, puisque Skinner Sweet est un des personnages de comic books des 10 dernières années, je trouve, avec l'évolution psychologique la plus intéressante, parce que c'est un vrai anti-héros, extrêmement bien écrit. C'est un personnage hyper. Début en tout cas. C'est un gros fils de pute. T'as envie d'en révéler, toi, hein? Il est vraiment extrême. En fait, il est extrêmement attachant, tout en étant un personnage sombre et puant et tout. C'est vraiment un personnage hyper attachant. Pearl Jones aussi, en particularité, effectivement, la relation qu'elle va lier avec un personnage qui s'appelle Henry, qui lui n'est pas un vampire et qui, même si c'est un concept qui a déjà été utilisé par Anne Rice, par exemple, ou des choses comme ça, la relation entre un immortel et un non-immortel, vu sous l'angle de Snyder, ça apporte vraiment il y a vraiment quelque chose de touchant et même de déchirant dans cette histoire. Donc c'est vraiment une anthologie, une épopée, une saga, et pour avoir tout lu, je crois à peu près, parce qu'il y a eu pas mal aussi de spin-off qui se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale, pour vous dire à quel point ça part dans tous les sens. Il y a un côté Hellboy, en fait, il y a un côté Hellboy dans la manière où Mignola aussi dans Hellboy, grâce à ce personnage Hellboy qui est super vieux, se permet selon les périodes d'apparaître à droite à gauche, à divers coins du monde, à différents moments de l'histoire. Il y a ça aussi qu'exploite Scott Snyder dans American Vampire. Il le fait vraiment très très bien. Et puis pour donner encore plus envie aux gens de se plonger dedans, non seulement il y a Raphaël Albuquerque qui signe toute une partie du dessin et c'est hyper bien, mais dans les spin-offs c'est Sean Murphy, l'auteur de Punk Rock Jesus et de Tokyo Ghost, qui se prête au petit jeu du dessin de vampire, et franchement ça défonce, c'est hyper bien. Juste le seul bémol que j'apporterais, c'est que récemment en fait je suis bien incapable de dire si j'ai tout lu, parce que ces dernières années, la publication est devenue tellement erratique, c'est-à-dire que en fait, Scott Snyder a tellement 50 000 projets à côté que il s'est peut-être un peu, pas désintéressé, mais un peu, une fois de plus, à la manière de Mignola de Hellboy, c'est-à-dire tellement de projets parallèles que beaucoup moins de régularité dans la publication. Et du coup, je sais plus vraiment où j'en suis. Je sais que j'ai lu la majeure partie du truc, mais ces derniers temps, on a moyen de s'y perdre un petit peu. Et tant et si bien que quand la série revient, il s'est passé tellement de temps depuis les publications précédentes que tu sais plus tellement où t'es, et vu qu'en plus ça traverse l'histoire et tout, t'es là genre attends, où est-ce qu'on en était, qui est mort, qui est encore vivant, puis même faut que tu raccroches les wagons avec l'histoire de notre ère, quoi. Donc attends, c'est en 43, donc il s'est passé quoi, machin, ça doit tracer ça peut être un temps au bout d'un moment. Grégo, toi, est-ce que tu avais déjà lu le comics par avant? Pas du tout, je suis même pas sûr d'en avoir déjà entendu parler. Je suis pas sûr de l'avoir lu. Je suis même pas sûr de l'avoir lu. Non, malheureusement, moi je souffre d'une malédiction qui fait que je n'arrive pas à accrocher aux œuvres de vampires, monstres, loups-garous. C'est pas un thème zombies, qui te parle. Ouais. À quelques rares exceptions près. Walking Dead en est une. Alors j'espérais avoir ce petit déclic sur American Vampire. Je l'ai pas vraiment eu. Il y a quelques bonnes idées. J'ai pas trouvé ça spécialement mauvais. Ça m'a l'air plutôt de fort bonne facture, mais personnellement j'ai pas accroché. Donc en tant que non intéressé par les vampires, j'ai pas accroché. Après tout l'aspect histoire des États-Unis là me titille un peu plus, et je redonnerai peut-être sa chance à d'autres numéros, par exemple ceux du second cycle que j'ai acheté par accident. T'as fait une Luxbox sans... Mais c'est pas vraiment ta faute. Et bah écoutez, donc comme je vous disais, c'est donc paru à la fois aux États-Unis naturellement et en France sous l'imprint, comme on dit chez les libraires, de Urban Comics. Je pense comme d'habitude font les choses plutôt bien. C'est surtout leurs éditions, mais c'est des beaux trucs quoi. 1000 fois plus beau que les trucs que font les Américains. Il y a rien à dire là-dessus. Troisième revue de cette semaine, c'est Joe qui nous l'a présenté. Oula oui. Qui nous l'a proposé pardon, et qui va nous la présenter. C'est Seven to Eternity, à ne pas confondre avec Seven Soldiers of Victory. Attention, c'est beaucoup moins long. De Rick Remender, qu'on ne connaît pas du tout. Jérôme Peña qui quel est ce sombre inconnu mal, et Matt Hollingsworth qu'on a qui déjà fait les couleurs lavasses et moches, et dont on a pareil jamais parlé. C'est relativement récent, pareil également. Pareil également, oh là là. Ouais. Bonjour, bienvenue dans Pléonasme Outcast. En septembre 2016, chez Image Comics, ça fait 2 titres. Je rappelle que le premier, en fait, Renato Jones est également paru chez eux, excusez-moi. Ouais, chez Image. Ouais. Alors, Seven to Eternity, la nouvelle série en date de Rick Remender, la énième, je les compte même plus. Pardon, attendez, je me suis trompé, c'est pas du tout Seven to Eternity, c'est Final Fantasy.
Quel est le rapport? Vas-y. C'était ma blague que j'ai oubliée. Non, Adrien C'est comprend ça. C'est la blague que je voulais faire depuis le début, mais j'ai complètement raté parce que j'ai pas écrite. J'ai pas compris la blague. Ok. Très bien. Donc, bref, Seven to Eternity, donc la dernière série en date de Rick Remender, qui écrit beaucoup de choses très différentes. Mais avec Seven to Eternity, il revient un peu à l'une de ses premières amours, c'est-à-dire les récits de science-fiction qui se passent dans un autre monde fantastique, un peu comme il le faisait sur Fear Agent, mais avec de manière cette fois-ci beaucoup plus sérieuse et un peu plus orientée fantasy que SF cette fois, effectivement. Donc pour résumer rapidement, le récit se déroule dans l'univers de Xal, qui est un univers dominé par un despote, The God of Whispers, qu'on appelle également le Mud King, qui n'a aucune armée, le roi du Mud, le roi de la boue, qui n'a aucune le roi de la bœuf, mon bonnet, il défonce tout le monde et du coup, grâce à ses gros pétards, il domine le monde. Non, en fait, d'une certaine manière, c'est ça, c'est-à-dire qu'il endort tout le monde avec des whispers, c'est-à-dire qu'en fait il a la faculté de voir dans l'esprit des gens leurs désirs ou leurs failles les plus profondes, et grâce à ces whispers, donc comment on dit en français déjà, des chuchotements, des murmures, voilà, il murmure à ces personnes des choses qui leur promettent en fait d'accéder à leurs désirs les plus profonds, et par cette manière-là, une fois qu'il les a liés par ce pouvoir surnaturel, magique, il peut voir avec leurs yeux et entendre avec leurs oreilles. Et c'est ce qui lui a permis d'installer et de propager sa domination sur 99% du territoire de Xal. Mais un village irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'invasion romaine. Non, effectivement, il y a un mec qui s'est dressé, qui a refusé d'entendre la proposition du roi des murmures, et qui, du coup, est parti avec sa famille vivre en exil jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, qu'il soit assassiné, et que son fils Adam, dont nous allons donc suivre le parcours, ne décide, pour pouvoir sauver le reste de sa famille, de partir à la rencontre du Mud King, et quoi, on ne sait pas trop. C'est-à-dire, est-ce qu'il va écouter sa proposition et du coup courber l'échine devant lui et sauver sa famille, ou est-ce qu'il va tenter de l'assassiner? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il part en croisade. Il laisse sa famille à la campagne et il part à la rencontre du Mud King. Sauf que, une fois qu'il va se retrouver devant lui, il va être le témoin d'un attentat. Mené par la dernière faction des chevaliers Mossack, qui sont en gros une faction qui a été les Avengers. Voilà, c'est un peu les Jedi. C'est un peu les Jedi, ouais, voilà. Donc comme les Jedi, il y en a plus beaucoup parce que ils ont tous été annihilés, mais une petite poignée tente de contrecarrer une bonne fois pour toutes le joug du Mud King, et ils y parviennent d'une certaine manière, sauf que afin de pouvoir mettre un terme complètement à son emprise, il ne faut absolument pas l'assassiner, sinon toutes les personnes, donc les millions d'êtres vivants qui sont sous son emprise, vont mourir. Ils doivent l'emmener dans le Mordor, un peu. C'est exactement ça. Tu vois, afin qu'un sorcier puisse mettre fin à son pouvoir surnaturel. Donc, résumé comme ça, effectivement, je me rends compte qu'on est clairement face à un récit d'heroic fantasy. Mais pour moi, c'était un jeu de rôle. Hein. C'était une romancérisation d'un jeu de rôle. C'était exactement ça. On n'a pas de healer, machin et tout. Enfin, c'était passionnant. Mais je suis un peu contrasté par rapport à cette proposition de Rick Remender, qui est un auteur, on le sait, dont j'adore vraiment l'œuvre. Il a toujours su vraiment attiser ma curiosité au départ de ses projets, puis petit à petit mon amour pour tout ce qu'il faisait. Récemment, on a dit beaucoup de bien de Deadly Class ici même. Fear Agent, ça fait partie des derniers grands comics que j'ai lus, vraiment. Seven to Eternity, je trouve que c'est pas au niveau de ce qu'il a fait de mieux. Clairement, on est dans quelque chose d'un petit peu
d'un petit peu simpliste par rapport à ce qu'il propose d'habitude. Je pense à sa série Low par exemple dont j'avais parlé, qui est quand même beaucoup plus viscérale dans sa manière de présenter les personnages et leurs relations entre eux et leurs besoins de survie. Là il y a quelque chose effectivement qui se réclame plus de Tolkien et donc d'un grand récit où on sent qu'un personnage principal qui a beaucoup de failles parce que je vais pas trop rentrer dans les détails, mais Adam qu'on va suivre est un personnage qui doute beaucoup de lui-même, qui n'a pas la force de caractère qu'avait son père et qui en plus est atteint d'une maladie qui risque de le tuer dans les quelques mois qui lui restent. Donc on se dit que c'est aussi pour ça qu'il part voir le Mud King, c'est parce qu'il sent qu'il a plus grand chose à perdre et que du coup il va peut-être entendre sa proposition vu qu'il sait que de toute façon il va mourir et comme ça pourra sauver sa famille. Donc il y a quelque chose d'un peu j'ai l'impression que Remender sort sa série dont il espère peut-être vendre les droits. Pour la première fois, j'ai l'impression que qu'on sent un peu une entreprise presque de gros blockbusters qui lui permettra à côté de continuer à faire un petit peu ce qu'il veut. Il a besoin d'assurer son avenir. Cela dit, quand j'ai dit que mes sentiments étaient ambivalents, je trouve que ça se lit très très bien. Enfin, moi, je suis complètement rentré dedans et même si j'y ai pas trouvé la profondeur que j'aime trouver habituellement chez Remender, j'ai trouvé un récit quand même rondement mené parce que c'est un mec qui a quand même développé une certaine faculté de narration qui n'a plus vraiment à faire ses preuves et qu'en plus de ça il s'est entouré de Jérôme Peña au dessin qui avait collaboré avec lui également sur Fairy Agent et qui est quand même une sorte de gros boss qui arrive à rendre tout à fait cohérent cet univers qu'ils ont créé tous les deux de toutes pièces et donc à créer un lore, un background qu'on a vraiment envie que moi en tout cas j'ai vraiment envie d'explorer, de découvrir et je me dis que en fait il y a un premier arc qui est composé des 4 premières issues. Là ils ont fait une pause pour pouvoir préparer la suite qui devrait arriver fin mars, début avril je crois, donc il y a eu 3 mois de rien. Et je me dis que ce canevas un peu simpliste ou en tout cas un peu générique des 4 premières issues peut partir vers quelque chose de si ce n'est plus profond ou plus méta ou plus dans quelque chose en tout cas de beaucoup plus épique. Et c'est ça que j'attends au moins de la part de Remender, c'est-à-dire qu'il arrive à emmener son récit vers quelque chose de quitte à faire un blockbuster, autant y aller à fond et proposer quelque chose de grandiose dans ce sens-là. Donc voilà, je trouve ça intéressant. C'est pour moi pas au niveau de ce qu'il a fait de mieux, mais c'est quand même le haut du panier du comics mainstream actuel, je trouve. D'accord. Dans ce genre-là, dans ce genre précis. En faisant, je vais aller me moucher après, un truc relativement court en 5 issues qui sont sortis pour le début. 4 issues. Et puis une fois de plus. Malgré tout ce que je viens de dire, Rick Remender parvient aussi par petits moments, par petites touches à placer des messages, des discours, particulièrement quand les personnages qui ont été dominés, qui ont souffert de la domination du Mud King, expliquent la manière dont il a réussi à s'emparer de leur vie, de leur civilisation. Il y a des vrais ponts qui sont créés avec le monde dans lequel on vit actuellement. Oui. Et c'est parfois vraiment poignant. Les récits sont parfois vraiment poignants et c'est dans ces petits moments comme ça qu'on retrouve vraiment le Rick Remender et qu'on se dit putain, parfois il entrouvre une porte où tu te dis mais ce mec est vraiment un génie, c'est-à-dire que dans un truc très générique il arrive quand même à placer des trucs qui ne ressemblent qu'à ce que lui sait faire, c'est-à-dire c'est pas pompeux, c'est pas matraqué, c'est des toutes petites touches par-ci par-là, subtiles, et ça marche bien, comme d'ailleurs la manière dont le Mud King a réussi à étendre son pouvoir, c'est-à-dire pas d'armée, pas de guerre, rien, juste des mensonges, jouer sur la peur et la paranoïa des gens. Pour devenir une sorte de mal omnipotent un peu à la Sauron, qui grâce à un anneau il y a énormément d'inspiration dans toute la fantasy, évidemment. On peut pas, c'est très difficile d'être original là-dessus. Tais-toi Adrien. Grégo, est-ce que toi pareil tu as vu ce côté Heroic Fantasy est-ce que ça t'a gâché le truc ou est-ce qu'au contraire t'as pu apprécier le truc pour ce que c'était, le comics pour ce que c'était à la base? Encore une question relou, je sais. C'est bon.
Je peux parler. Alors oui, j'ai bien accroché, perso. J'ai bien aimé l'univers qui est, alors certes fantasy, mais une fantasy un peu originale quand même, avec tous ces monstres un peu. Là, il y a beaucoup d'humanoïdes finalement, peu d'humains. C'est toujours le genre d'univers qui me rappelle, je reviens à mon enfance, mais au maître de l'univers en fait. Une fantasy un peu barrée quoi, un peu. En fait, un peu heroic fantasy, mais avec un côté bizarrement futuriste. Ouais, voilà. Tu vois, qui crée. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Il y a des trucs assez oniriques. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que ça se lisait pas mal. En effet, c'est pas au niveau de l'eau que je lis toujours en ce moment, que j'ai toujours pas terminé. Mais je trouve qu'on retrouve un certain côté aussi assez pessimiste, une vision du monde assez noire, et il va encore chercher la noirceur chez les individus, et il se joue un peu de ça. Non, ça se lit bien, je pense que je vais continuer. Pardon. Merci pour cette. Je reprends, j'étais en train d'aller me bouger, désolé. J'écoutais ce que tu disais, hein, c'était très intéressant. C'est vrai. Non, j'écoutais pas. Alex. Non, je rigole, j'écoutais. Quoi ? Alex. Je vais pas être très original, mais ce que j'ai apprécié dans ce récit, c'était surtout les thèmes abordés. Donc, comment la désinformation arrive à retourner toute une population contre des gens, etc. Ça, j'ai adoré ce thème. Qui est très actuel en plus, quoi. En plus, carrément, ouais. Là, pour moi, j'ai vu ça comme une critique des médias. Oui, c'est non, mais il a des alternatives facts, le Mud King. En fait, c'est vraiment ça. Mais c'est incroyable, ouais. C'est comment, comment les informations peuvent nous donner une mauvaise vision des choses et retourner complètement une situation. Donc ça, j'ai adoré. Après, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très beau. Mais j'ai pas compris où on allait. Franchement, j'avoue que j'ai pas compris du tout où on allait. J'ai trouvé que le team-up, mais alors, franchement, je l'ai trouvé sorti de nulle part. Il rejoint ça, l'équipe, mais non, mais nulle part. Voilà. Donc, et là, je me suis dit, mais alors, on va où ? Parce que moi, je me suis arrêtée au troisième issue. Et pour moi, du coup, ce qui se passait à ce moment-là, c'était le Mud King. Il se rendait compte. On va pas trop en révéler. Très bien. Mais bon, du coup, j'ai pas compris où on allait, si c'était un road trip ou du coup, là, vous me parlez du Seigneur des Anneaux, je l'avais pas vu venir. C'est ce vers quoi ça s'oriente un peu. Enfin, ouais. sur la fin du premier acte, on se dit bon, c'est parti pour ça a l'air d'être uniquement une première étape en fait. Mais en fait, voilà, c'est ça, parce que tellement on a vu des choses différentes sur les 3 premiers issues. On est passé sur des choses vraiment très différentes en très peu de temps. Donc, j'ai l'impression que là, pour le moment, il est en train de nous dire on part en voyage. Mais en fait, je m'attends à ce qu'au 4e, ils se disent non, finalement, je vais faire ça. En fait, je pense, je vous coupe la parole à vous tous, que un des éléments qui peut porter à confusion dans la narration des 3 tomes, c'est qu'on oscille beaucoup entre différents âges des 2 protagonistes. Donc, c'est le père et le fils, plus des éléments extérieurs aux deux. Par un pouvoir qui est un peu qui est pas décrit, mais qui explique qu'ils peuvent accéder à des consciences, en tout cas projeter des choses aux autres. Effectivement, il y a la relation entre les vivants et les morts dans cet univers est bien différente de celle qu'on a nous. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui ne sont plus de ce monde conservent une sorte de présence qui peut être utilisé par les personnes encore vivantes. Voilà, pour les guider. Ça veut pas dire qu'il y a des morts vivants, ça veut pas dire qu'il y a voilà. Adrien, il a tellement l'air de... il est blasé. Le mec est derrière et là, alors putain, vous êtes tellement en train de bien me faire comprendre que c'est pas pour moi ce truc. Mais voilà, moi c'est un truc, j'ai eu quand même du mal à rentrer dedans, mais je pense qu'il y a le dessin qui joue beaucoup, qui est extrêmement agréable à l'œil. Ça te caresse la pupille, mais d'une façon. Le récit, je pense qu'on est tous d'accord, il est quand même un peu tordu, mais avec un petit peu de motivation, on peut y aller. Grégo, tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai juste mention spéciale pour le pouvoir de la nana qui se régénère en prenant les membres des autres adversaires. C'est génial ça. C'est cool. Elle s'appelle Patchwork. Exact. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'humour, très bien dissimulé dans les dialogues. Et d'ailleurs, le Mud King, je trouve que c'est un des personnages les plus rigolos de tous, malgré son côté sinistre, tout ça. Je trouve qu'il est très très drôle. Non, mais c'est vrai qu'il a des one-liners. Il a des punchlines vraiment très très cool, effectivement. Et ça, c'est sympa. Et heureusement qu'il y a ça, parce que. Ouais. Autrement, pour moi, les personnages, ils sont pas attachants. Il y en a aucun. Patchwork, elle est sympa parce que j'aime bien son pouvoir, mais
Pour le moment, Adam, en tout cas, il m'intéresse pas plus. Il est que un peu ça. insipide, quoi. En fait, en parlant, je suis en train de me dire que ça ferait un excellent univers pour créer un jeu de rôle. Ah bah ouais. Vraiment, quoi. C'est-à-dire, à mon Il y a avis, assez de amis personnages. rôlistes qui nous écoutez, cette BD est peut-être faite pour vous. Donc j'avais dit que c'était chez Image Comics. Je peux même vous dire que le premier TPB est sorti en janvier parce que je l'ai reçu alors que je ne l'avais pas commandé. Et donc, que le tout premier TPB, c'est tout un arc, donc vous pouvez y aller. Oui, voilà. Vous aurez un début, une fin. Et à la différence des issues qui ont une bordure un peu jaune ocre papier abîmé, le TPB est noir. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça enlève un peu de sa superbe couverture, mais ce n'est pas grave. I know, right? Merci pour ces revues. Comme d'habitude, vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous faire vos recommandations ou nous dire ce que vous avez pensé si vous avez également lu ce que nous avons lu ce soir sur Twitter, Facebook, Instagram et sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, tout en bas de la page de l'émission. On se retrouve juste après cette page de pub pour parler du Hasbroverse. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Il y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite Une fois par mois sur Radio Kawa. Oh là là, Jamie! Non, je sais pas faire la voix, moi, je ne sais pas. De retour dans ce 67e épisode de Comics Outcast, toujours entouré de mes chroniqueurs Joe, Alex, Grégo et du réalisateur Adrien et de moi-même Eric, pour parler du Hasbroverse. Ah, j'ai cru qu'on avait parlé des Jonas Brothers. Ah, je parle si mal que ça? Non, mais j'étais dans la cuisine, j'ai entendu de loin, je me suis dit pourquoi? Il y a un comic sur les Jonas Brothers, génial. Donc le Hasbroverse, Hasbro vous connaissez certainement car vous avez dû acheter ou vous être fait offert des jeux de cette grande compagnie qui vient d'un pays, je ne sais pas lequel, c'est certainement Vous y avez américain. joué avec vos voisins riches. Voilà, si vous aviez des voisins, si vous étiez assez riche pour avoir des voisins. Ils sont en train de me Ou non, voler ou si toutes t'es mes trop pauvre. punchlines. Ah merde. Ou si c'est trop pauvre pour... Oula, trop fort. Trop pauvre pour avoir des voisins. Non, trop riche pour avoir des voisins. What? Donc, Enchaîne. distributeur de jeux vidéo, de jeux... Oh là là, de jeux de marionnettes, voilà, le truc là pour les articulés. enfants. Dont Adrien, arrête. Que tu niques la chronique de Grégo. Effectivement. Du coup, je vais te laisser présenter les trucs, mais je voulais juste faire une transition. Non. introduction. Et donc c'est chez IDW Publishing. On va maintenant passer au hors les bulles. Merci Eric. De rien. Non, vas-y, go. Va y avoir un schisme là, je pense, entre Toi et les autres. Moi et les autres, mais peut-être Et les moins de aussi 20 ans. entre les gens nés, je dirais, avant 1985 et après 1985. C'était un peu la date butoir Ceux qui sur sont laquelle en 85. on était arrivé la dernière fois avec les maîtres de l'univers. Rappelez-vous. Ah, Iman. Adrien, tu pourras rajouter le petit robot qui dit voir comics. Ah, c'est pas sympa ça. Et donc, pour parler de IDW Publishing, donc, Oui. qui, comme tu le disais si bien, profite qu'ils sont en possession de toutes les licences Hasbro pour se dire, tiens, quand on était petit, qu'on avait cette moto verte masque, et c'était le seul masque qu'on avait parce que c'était la moins chère, enfin c'est la seule qui était à peu près abordable, et qu'on avait 3 G.I. Joe et 2 Transformers, et qu'on les faisait tous se battre ensemble, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire ça maintenant qu'on a tous les droits. Et c'est exactement ce sur quoi ils sont partis, avec leur crossover Révolution qui est censé marquer le point de départ de la nouvelle direction de leur univers, qui va être le Hasbro, et c'est même le Hasbro Cinematic Universe. Ah oui, parce que ils ont fait Parce des films que Transformers. derrière, t'inquiète pas qu'ils ont des plans de films De domination du de monde. domination du monde, avec déjà un G.I. Joe 3 dans les... Alors, j'ai une Carton. question pour toi. Est-ce que le film Battleship fait partie de cet univers, et est-ce que c'est la pierre la pierre fondatrice, parce que c'est quand même un des meilleurs films Hasbro qu'on ait vu à ce jour. Est-ce que tu l'as vu? T'as pas vu Transformers 1, 2, 3 et 4? Je reste d'accord T'as avec senti Eric. mon côté ironique? Ah oui, d'accord.
Ah, c'était d'accord. C'était une blague, c'était un film de merde. Il y avait Rihanna dedans, donc bon. Et Battleship, c'était Hasbro. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ce crossover? Donc, on se retrouve dans l'univers existant déjà des G.I. Joe, où les G.I. Joe ont déjà fait la rencontre des Transformers. D'accord. On appellera ici des Cybertroniens. Donc, ces deux univers cohabitent déjà. Et IDW, ils en profitent pour ramener là-dedans Mask, qui est une grosse licence. Ça faisait quelques années dont on n'avait pas entendu parler. Il y a eu quelques comics qui sont sortis au fur et à mesure des années 80, 90, je crois, mais pas grand-chose. Ça fait ils ont pas réussi à banquer dessus à ce moment-là. Quoi. Voilà. Ils viennent rajouter aussi là-dedans Rome. Si vous vous rappelez, c'était Rome Space Knight, qui était chez Marvel au tout début, donc qui a eu des crossovers aussi avec les héros Marvel. D'accord. Qui était à la base une ligne de jouets. J'ai appris ça... en fait, qui était d'abord un jouet avant d'arriver chez Marvel. Hasbro a dû récupérer les droits, maintenant c'est chez IDW. Et ils amènent aussi ce qu'ils appellent les Micronauts. Alors, ils font tout un foin autour, je ne connaissais pas, je ne sais pas si tu connaissais toi, Joe. Ils sont petits. Les Micronauts, je me souviens des jouets. Tu te souviens des jouets? Je me souviens parfaitement des jouets qui ont d'ailleurs été reissue en mode moderne par 3A assez récemment. Mais alors je me souviens pas du tout du contexte, dessin animé. Non, mais je me souviens pas s'il y avait un dessin animé qui accompagnait ces jouets. Je crois pas qu'il y avait un dessin animé, c'était vraiment juste des jouets. Je connaissais pas du tout les jouets, je les ai découverts sur Google Images, comme bien d'autres choses que j'ai découvert dans ma vie. Et qu'est-ce que je disais du coup? Et non, je crois pas qu'il y ait de dessin animé, et je crois même que c'est... Non, ils avaient eu une série aussi chez Marvel, c'est ça, au départ. Et maintenant qu'IDW a les droits, ils ont reboot la série aussi. En fait, ils profitent de tout ça pour reboot Mask, Rome, Micronauts, et aussi un que j'ai oublié mais qui est pas des moindres, Action Man, plus grand de tous les héros. Alors, Dr. X. Voilà, c'est tout ce que... Dr. X with a twist, attention. Ah. Donc voilà, donc tout ce petit monde arrive là-dedans, donc il va leur falloir une excuse pour pouvoir tous se tataner, parce que comme dans tous les bons crossovers au début, les gentils se mettent sur la tronche ensemble pour s'apercevoir qu'il y a un méchant commun, et à la fin ça s'allie dans tous les sens du verbe s'allier pour tataner les méchants, et logiquement à la fin tout le monde est content. Sauf que, alors pour moi, génération pré-85, c'est quand même assez, je dirais, jouissif de voir un peu tous ces univers mélangés dans un style assez pop, assez acidulé, un style qui est pas dégueu. Je trouve que le dessinateur, au moins sur le crossover Révolution de 5 numéros là, se débrouille plutôt bien pour faire à la fois les robots géants, à la fois les véhicules, les transformations de véhicules, les nouvelles armures des masques. Ouais. Je les trouve plutôt réussis. Quand on a grandi avec des héros comme Snake Eye de G.I. Joe et Optimus Prime, c'est super kiffant de voir Snake Eye qui se retrouve dans la cabine d'Optimus Prime. Enfin, c'est des choses que tu as en toi depuis tout petit et que tu peux enfin le voir. Après, je pense que je peux entendre vos plaintes, au moins sur ce crossover-là. Personne n'a rien dit. Encore. Voilà. Le scénario casse pas non plus trois pattes un canard, pour reprendre l'expression. Les méchants, ils sont un petit peu pétés quand même, on peut le dire. C'est du méchant classique à base de complots, extraterrestres, polymorphes qui prennent la place d'humains. Ouais, tu peux rien faire contre ça. À la fin, on leur met des gros pouvoirs. Ça fait des années que ça dure. Voilà. Et à la fin, on leur met des gros pouvoirs parce que quand même, en face, il y a des robots géants. Et puis, il y a des petits problèmes d'échelle aussi, c'est sûr. Alors, à un moment, du coup, t'as Snake Eye qui se retrouve face à un Transformers qui gagne. Et c'est a priori Snake Eye quand même, parce qu'il est quand même ultra balèze. Mais il se retrouve lui-même contre le Snake Eye des Micronauts, qui est la version badass des Micronauts. Alors, les Micronauts, je ne l'ai pas précisé, mais c'est des petites personnes qui doivent faire peut-être 15 cm de haut et qui sont dans un vaisseau du coup à leur taille, mais qui à la taille d'un drone pour nous, quoi. D'accord. Et donc tout ce petit monde-là se bat ensemble, se donne des coups d'épée de différentes tailles. Et voilà, donc ça fait des petits problèmes d'échelle, des petits problèmes aussi de cohérence, hein, tout simplement. Déséquilibrage des forces entre des robots de 15 mètres de haut. Tu vas opposer des voitures transformables.
en avion. Tu dis oui, pourquoi pas. Alors par contre, ça marche. Les masques arrivent à choper 2 robots, je crois, à un moment. Ah, t'as vraiment lu, toi? J'ai vraiment lu. Ouais. Mais je me suis intéressé à comment est-ce qu'ils arrivent à se faire. Attends, ils arrivent à choper 2 robots. Il y en a un qu'ils arrivent à choper et l'autre, ils l'avaient déjà en leur possession. Donc on ne sait pas comment ils l'ont eu. Ça se trouve, ils l'ont eu, il était déjà cassé. Si tu lis le tie-in, après c'est Action Man qui va le délivrer et ils deviennent potes. Du coup, Action Man se trimballe toujours avec un robot géant. Ah, génial! Toujours avec un robot géant. Trop bien. Et en fait, c'est là. Du coup, ça m'amène aussi sur les tie-in parce que je suis allé un peu lire les autres tie-in et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait plus de. Genre le mec qui aime se faire du mal. Tu sais. Mais je me suis pas fait tant de mal que ça. Pour le coup, là, je pense qu'il apprécie. Enfin, tu apprécies vraiment. Et l'histoire, franchement, si quelqu'un n'est pas dans mon cas et a pas grandi avec ça, je vais pas l'inviter à le lire. L'histoire du crossover en elle-même, la seule chose qu'elle apporte, c'est qu'elle refond vraiment leur univers et qu'eux maintenant ils partent sur la durée avec un univers étendu comme ça, avec des univers qui vont se mélanger. Et donc les tie-in, par exemple celui d'Action Man, et je l'ai trouvé beaucoup plus sympa parce que du coup ils sont beaucoup moins dans une vision épique de la chose, beaucoup plus dans une vraie aventure en fait, et puis avec des personnages du coup beaucoup plus intéressants. Les échanges entre Action Man et le robot sont beaucoup plus cool et drôles. Ils peuvent vraiment se consacrer à leurs personnages. Il y a aussi un peu la même chose sur la suite de Revolution qui est Revolutionaries, les révolutionnaires, où c'est une équipe formée il y a encore Action Man dedans, son robot, des nouveaux G.I. Joe et les Micronautes je crois. Et du coup c'est une beaucoup plus petite équipe avec une dimension beaucoup moins épique tout de suite. Et une squad un peu genre des mercenaires, enfin un peu des strike force. Voilà, ouais. Donc un peu tout mélangé, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus digeste aussi. L'autre point aussi, je tiens à en parler, qui m'intéressait beaucoup, c'était Mask en fait. Qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire de Mask? J'étais un peu déçu quand même sur ce point-là. À côté de Revolution, ils ont fait un numéro 1 unique pour comment dire, je présentais l'équipe un petit peu parce qu'ils repartent de zéro. Ils repartent vraiment de zéro. En fait, Mask est formé par Miles Mayhem, qui est historiquement le méchant de Venom, l'ennemi de Mask. Donc c'est lui au départ qui forme Mask, et puis on se doute bien qu'il va trahir, hein, forcément. Alors là, il y a Alex et moi, on est largués total. 1985. Ouais, j'étais dans les artères de mes parents. Pour être poli. Voilà. Et donc ce Mask, la formation de Mask est assez raté puisqu'en fait c'est du personnel qu'ils ont recruté, qui sont en train de former dans une caserne. Bon voilà, vous êtes les masques. C'est des noobs dans déjà. l'univers. Des gros noobs. Alors Matt Tracker qui était le chef des masques, qui était dans le dessin animé. On n'est pas entraîné, on n'a pas d'armes, c'est un peu la merde. C'est vraiment tu l'as lu? Oui, j'ai pas lu le Masque? Non, mais déjà j'ai pas tout lu Masque, mais déjà dans le crossover Révolution. Ouais. Leur amateurisme, enfin leur côté un peu système D est déjà pas mal mis en avant. C'est genre on bricole des véhicules. Voilà. Le numéro 1 c'est ça. Ils ont leur couchette là dans la caserne. Bon allez, maintenant on va transformer les voitures en avions, les copains. Allez, c'est parti. Et puis c'était sur votre CV, faites-le. Voilà. Et en plus ils ont pris un Matt Tracker jeune. Là où dans le dessin animé c'était Matt Tracker, père de famille, responsable avec son fils Alex là et T-Bob. Donc déjà on n'aura pas ces 2 personnages là qui étaient quand même assez chiants, Alex, mais emblématiques. Voilà, c'est le gamin relou qui est sur sa moto chelou. Alors ça je me rappelle. T-Bob et T-Bob en R2D2 à roulette. Il n'y a pas non plus Ordinateur sélectionne les meilleurs agents pour cette mission. Qui fait le même générique 14 fois. Voilà, avec tous les masques occupés, leur montre qui clignote. Non, donc il y a pas tous ces petits gimmicks là. Du coup, ça perd un peu son charme. Et je vais continuer parce que je voudrais voir comment ils vont raccrocher un peu les morceaux, mais la déception quand même, c'est Masque. Je sais pas si j'en attendais beaucoup, mais j'en attendais quand même un peu, et pour le moment c'est pas au rendez-vous. Alors parmi les 2 autres chroniqueurs qui ont lu également l'arc Révolution, il y a Joe. Oui. Joe, vous le connaissez parce que déjà il a une chevelure particulière, mais parce que une de ses passions c'est les jouets. Ouais. Et je dois admettre en toute franchise que rien que l'évocation de ce titre et de ce crossover, tu t'es dit c'est pour Jojo. Voilà, que tu allais kiffer de base. Alors, je me suis peut-être un peu trop avancé. Ouais, tu t'es avancé, même si je serais pas totalement négatif dans mon jugement de ce Hasbroverse. Il y a des choses assez jouissives, particulièrement sur le gros de ce que j'ai lu, c'est-à-dire Révolution. Visuellement, c'est cool.
Tu vois, c'est pas du Jérôme Peña, c'est pas du Sean Murphy, c'est du dessin assez ça va tout droit, quoi, tu vois, c'est assez basique, mais ça pète. Il y a des robots qui se fight avec des véhicules qui ont été transformés et tout, donc c'est cool, tu vois. Cela dit, pour revenir à quelque chose de très personnel qui, je pense, a forgé mon avis du truc, au-delà du fait que c'est écrit avec les pieds, bien entendu, c'est que quand j'étais petit, j'étais issu de la classe moyenne. Donc la classe moyenne, c'est celle où c'est pas celle où t'as pas de jouets, mais c'est pas celle où t'as tout. C'est celle où tu dois choisir entre le gros jeu plusieurs franchises. La moto verte. Ouais, non, en fait, non. Moi, étant quelqu'un d'assez complétiste dans l'âme, j'ai choisi entre les franchises. Et c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais maître de l'univers. Ça m'étonne pas de toi. Et Tortue Ninja. Genre, c'était les trucs qu'il me fallait. Et à côté, j'allais chez les copains pour jouer à G.I. Joe, aux Transformers et éventuellement au Masque. Mais non seulement j'en ai jamais possédé, mais en plus, j'avais choisi les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers vraiment par affinité. Les Transformers, les G.I. Joe, c'est des trucs qui m'ont toujours un peu moins parlé en tant que jouet quand j'étais petit. Du coup, j'ai moins d'affect. Tu vois, là, quand je lis en ce moment le crossover Master of the Universe Thundercats, dont je vais vous parler un jour dans Comics Podcast parce que ça défonce, là, je suis au paradis de mon orgasme d'anciens fans de jouets. Avec les Transformers, les G.I. Joe et Mask, il fallait, enfin, principalement, parce que même s'il y a les Micronauts et tout, c'est les principaux. Action Man, j'étais déjà trop vieux, je suis complètement passé à côté des jouets. Il fallait que, au-delà du truc un peu régressif de nostalgie, il fallait qu'il y ait une histoire et quelque chose qui me botte, parce que je suis pas contre les personnages du tout, tu vois, j'ai une certaine affection pour les films Transformers. G.I. Joe, j'ai jamais trouvé ça bien, mais bon, voilà, ça aurait pu me plaire, sauf que effectivement, je trouve que c'est, en tout cas dans ce que j'ai lu, je me suis pas attaqué au tie-in et à certaines choses qu'on m'a conseillées qui sont peut-être mieux écrites, mais ce crossover, je l'ai trouvé extrêmement bordélique dans sa narration et dans sa manière de présenter les enjeux. On arrive assez tard sur le nœud du truc, c'est-à-dire qui est vraiment le personnage qui manipule un peu tout ce qui semble créer le bordel sur Terre et monter les humains contre les Transformers, qui s'allient avec les masques et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment le foutoir, mais pas le foutoir dans le sens ouah, c'est le gros bordel, c'est cool et tout. Le foutoir dans le sens où genre je comprends rien. Donc je savoure les cases où il y a de la baston de robots, mais autrement je comprends vraiment rien. À l'image de certaines doubles pages d'ailleurs, où c'est exactement ça, ça part dans tous les sens, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu sais plus qui se bat avec qui. Mais ça envoie. Et en plus les véhicules des masques parfois ressemble aux Transformers un peu. Alors, genre. c'est de la technologie cybertronienne, attention. Oui, non, mais, bien entendu. Tout est justifié. Il faut pas, tout est totalement justifié, c'est juste que tu peux éventuellement t'y perdre quand même assez rapidement. Du coup, voilà, je pense que c'est une bonne chose que IDW décide de développer le Hasbroverse. Faites-le avec des scénaristes un peu plus qui ne soient pas forcément les scénaristes qu'on était quand on avait 5 ans et qu'on faisait se battre nos jouets, tu vois, où là on s'en foutait que ça fasse du sens. Mais aujourd'hui on est adulte et on a envie de comprendre ce qui se passe quand même. Alors Alex, j'ai cru comprendre que tu avais à peu près le même ressenti sur tous ces univers-là. Alors est-ce que toi, enfin je te demande pas ton âge, mais est-ce que t'es de la génération avant ou après ou pendant ? Non mais je suis de 90, alors autant vous dire qu'Action Man, Transformers, merci Michael Bay, parce que sinon... même les Polly Pocket, c'était fini. Ouais, je crois que c'est Hasbro, non ? Et ça allait, quoi. Mais là, j'étais complètement perdue. Et du coup, non, c'était vraiment un foutoir sans nom. Donc au début, je disais merci aux petites cases. Ça s'appelle Révolution. Pardon, excuse-moi. Ok. Non, au début, je remerciais les petites cases qui présentaient les personnages, etc. Mais au bout d'un moment, tellement il y en avait. 200e personnage. Ouais. Et puis en plus, il les présente chef d'infanterie, d'accord. Oh, et il les présente différemment à chaque fois. Puis moi, j'essayais de me raccrocher au nom. Il y a tellement de personnages, mais alors c'était vraiment. Et les personnages, en effet, il y en a. Ils essayent tous en plus de parler. Donc dans une seule case. On essaye de te faire parler tout le monde. Donc, alors les miniatures dont j'ai pas retenu le nom. Micronauts. Exactement. Et ils sont dans leur petite voiture. Et tout le monde dit un petit truc, mais c'est un petit truc. Vraiment, c'est un truc qui sert à rien à personne. Mais alors, tout le monde va essayer de parler et au bout d'un moment. Prends-toi ça dans la gueule. Ouais, c'est ça. Non, t'es pas obligé de le dire, Michel. Et pareil, sur les Transformers, qui étaient grands. Alors, heureusement que tu viens de m'expliquer qu'il y en avait des petits,
parce que j'avais pas compris. J'ai compris de qui tu parlais parce qu'ils sont tous tout le temps dans le même vaisseau ou je sais pas trop quoi. Mais ouais. Alors, on me parle aussi. Alors, Joe a l'air super content des dessins. Alors, moi, j'avais l'impression que ça se passait. Super content. Je dis que c'est tu vois, c'est un petit plaisir régressif, c'est-à-dire c'est pas exceptionnel, mais ça flatte un peu l'œil, quoi. Tu vois, je pense que si j'avais vu ces dessins-là quand j'étais gamin, j'aurais dit ça pète. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, je connais pas les personnages. On me fout dans ça avec. Ouais, mais en fait, non, fermez-la. Ouais, mais en fait, non, fermez vos gueules. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Vous vous laissez influencer par le petit enfant qui est en vous, mais en fait, c'est ouais, c'est ça. Parce que moi, t'as raison. Au début, je me suis dit, on va prendre ça comme un truc. Voilà, c'est moi, j'ai 5 ans, je joue avec mes jouets et regarde d'enfant sur le truc qui se passe. Mais même là, en fait, j'avais l'impression on était tout le temps dans des hangars. Non, c'est chaud parce qu'on sait jamais où on est. Oui, c'est des hangars, mais c'est des hangars. Mais ils sont tous, mais ils se battent dans des hangars et puis ils se déplacent. C'est un autre hangar et puis on va voir Mask ou G.I. Joe. Ouais. C'est un autre hangar. Et du coup, t'essayes de te raccrocher. Et surtout, t'as l'impression que les hangars sont collés. Oui. C'est le hangar de G.I. Joe, tu passes une porte et t'es dans le hangar de Mask. C'est le Hasbro Verse, hein, qu'est-ce que tu veux? T'essaies de te repérer au hangar, mais comme c'est tous les mêmes. Ouais, 53 km². Et du coup, moi, j'avais l'impression d'être devant BVS, en vrai, avec quelqu'un, on a une entité qui est beaucoup plus balèze qu'une autre entité. Et en gros, ils savent qu'ils peuvent les défoncer à n'importe quel moment. Mais ils sont un peu gentils, enfin, ils sont carrément gentils, donc ils veulent pas les défoncer tout de suite. Mais l'entité qui peut se faire défoncer à tout moment, elle s'entête. C'est ça en fait, elle écoute rien de ce que l'autre lui dit, donc elle s'entête. En plus, elle est bipolaire, donc des fois. Non, mais on parle bien de Scarlett. Oui. Qui est quand même une pure connasse, quoi. J'avais envie de dire c'est elle est méchante. Non, c'est la chef de G.I. Joe. C'est juste la conne. Oui. Elle est conne, quoi. D'une case à l'autre, la fille, en fait, elle peut se dire ouais, mais en fait, c'est des robots, peut-être qu'ils sont gentils, faudrait peut-être les écouter. Ouais, mais ils ont tué mon pote. L'autre case. Ouais, mais ils ont tué mon pote. Qui était en fait un extraterrestre sans vouloir spoiler. Ouais. Oui, c'est reveal à la con là. Ouais. Mais et du coup, c'est des reveals d'enfants. Ouais. Et en plus, ils confondent Rome avec les Cybertroniens, ça n'a rien à voir. Ils sont trompés. Mais c'était trop pour moi. Je lisais et mon esprit partait complètement ailleurs. Et donc, je me forçais à relire pour comprendre. Mais c'était n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis tellement de temps. C'était compliqué. Je suis désolée, Grégo. Pas de soucis, c'est pas moi qui l'ai fait, donc. J'ai pris le parti de pas relire quand je comprenais pas. C'est pas grave. Et tu t'y retrouves quand même bien. Oui, non mais à un moment, tu veux l'ajouter. Je pense que IDW sur ce coup-là, il vise un public précis qui est exactement moi en fait, c'est le public nostalgique de ces jouets de gamins. Et je pense qu'ils font zéro effort pour aller chercher un nouveau public et qui veulent juste balancer. Voilà, et comme le dit Joe, j'ai regardé un peu les scénaristes, ils n'ont pas fait beaucoup d'autres choses à part IDW. Et donc c'est pas gagné qu'il y ait des vraies nouveautés, à part ce que présentait Daniel l'autre jour, Mortal Meets the Eye, là, qui semble être... Je regardais dans le scénario, il y a Cullen Bunn qui est, désolé pour déboucher, qui est l'auteur de Harrow County, ou pas Country, c'est Harrow County, qui est une des BD préférées de Ben. Ah ouais? Oui. Ah bon, il est au scénario. C'est hyper bien, il fait partie du scénario, mais c'est clairement pas le principal, c'est John Barber. D'accord. Apparemment, je crois que Hasbro derrière, ils ont recruté pas mal de talents d'écriture pour préparer un peu cet univers dans le but de sortir des films reliés entre eux. Et peut-être qu'ils avaient besoin donc de ce truc un peu concassé de morceaux de plein de trucs pour pouvoir lancer autre chose. Tu peux te sortir un peu les doigts et faire un truc. Puis là, 5 numéros, c'était expédié en fait. En fait, c'était une mauvaise introduction à leur nouvel univers. J'ose espérer qu'on ait des meilleures surprises dans la suite, puisque ça va être quelque chose de permanent maintenant. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Du coup, à suivre, si jamais... en dehors de More Than Meets the Eye pour les Transformers, s'il y a des titres qui peuvent être intéressants, pourquoi pas les surveiller. Bon, Grégo, je pense que c'est toi qui seras le premier à les... Il est en mode veille. Il va faire la veille. Alors, du coup, c'est très très récent tout ça. Je ne sais pas si et quand ça sortirait en français. Aucune idée, c'est le premier sorti en septembre, je crois. Depuis mai, en fait, ils ont commencé une nouvelle série Micronaut, Action Man. D'accord, ouais, donc à voir. Si jamais vous, auditeurs, vous savez que ça va sortir, dites-le nous et comme ça on pourra vous. Faites notre boulot. Voilà, exactement. Merci pour ce focus. C'est bien. Enfin, c'est quand même intéressant de voir d'autres licences et d'autres titres personnes. C'est intéressant de voir d'autres personnes. Exactement.
Surtout quand t'es célibataire, c'est très Surtout très quand bien elles pour sont la géantes et personne. qu'elles sont des robots. Merci pour ce focus, Grégo. On se retrouve tout de suite après cette petite page de pause. Pub. Oh, Vous bordel. aimez les émissions produites par Radio Kawa Ah oui. et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Ah oui. Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Ah oui. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Ah oui. De retour pour la troisième et dernière partie de cette 67e émission de Comics Outcast. Nous allons parler d'une série télé qui a commencé il y a quelques semaines sur la chaîne... Oh putain, j'ai même pas écrit. Mais une chaîne de télévision aux États-Unis. Non, en vrai... Ouais, non, je... Est-ce que quelqu'un peut me... France 2. France 2. Je le mettrai, voilà, je le mettrai en encart de Fox. Ça serait... Bon, bref. Mais non, clairement pas. Ça doit être... c'est pas CBS. Outre-Atlantique. Dans ces cas-là, tu dis Outre-Atlantique. Voilà, chez l'oncle Sam Tom. C'est sur BC, NBC. évidemment. Eh oui, allez. Donc c'est une série produite par Warner Brothers naturellement qui met en qui s'appelle Powerless, dont peut-être dire le titre, qui illustre des personnages qui gravitent dans l'univers de DC Comics, qui sont dans une compagnie d'assurance dirigée par un des cousins de Wayne qui s'appelle Van Wayne, qui vivent dans une ville qui s'appelle Charm City, ville qui vit sous le joug de c'est pas Pumpkin Man, si c'est Pumpkin Man. De Jack O'Lantern, c'est pas loin. O'Lantern. Il l'appelle comme ça pour se moquer de lui, et qui est protégé par l'héroïne qui s'appelle Crimson Fox. Exactement, merci de suivre Greg. C'est dans les 2 premières minutes du premier épisode. Hein. Oui, bah c'est là que j'ai arrêté de rire. On voit des personnages qui sont des comédiens. Donc Vanessa Hudgens, que vous connaissez certainement si vous êtes de la génération d'avant Grégo pour High School Musical. D'après, pardon. Danny Pudi si vous connaissez Community. Ron Funches si vous connaissez Blackish. Et Alan Tudyk si vous avez bon goût. Firefly, Serenity, tout ça. Plus plein de doublages d'ailleurs comment il pour DC s'appelle Comics. Tu le dis robot Grégo dans Rogue One. Ouais, C'est lui qui double. C'est lui qui fait le robot, j'ai oublié son... K2SO. K2SO, merci. Ah. Donc voilà, une Ah. C'est même lui qui le mime et tout ça en motion capture. c'est Oh. On peut pas parler de Rogue One plutôt non C'est une... Non, parce que là, tu me fais partir. Moi, j'arrête l'émission si on parle de Star Wars. Donc, c'est une comédie. C'est quelque chose qui est assez rare à voir chez DC Comics, surtout vu la mouture des films qui nous ont sortis ces quelques dernières années. Ils sont comiques à leur manière. Voilà. J'ai dit comédie, j'ai pas dit que c'est drôle. J'ai dit comédie. Oui, c'est vrai. C'est le format qu'ils ont choisi, une sitcom. Un petit peu en dessous de 30 minutes, qui met en scène donc cette compagnie d'assurance qui est supposée créer des produits pour protéger les citoyens de tout ce qui peut se passer quand un héros et un méchant se battent. Donc une chute d'immeuble, des gens qui tombent du ciel, ce genre de choses. Voilà, pour les mettre en vente et donc protéger les citoyens. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que quelqu'un veut en parler? Bah, Vous avez le droit de dire non et on peut arrêter l'émission. l'émission. On va Vas-y, tous en Joe. parler, hein, on est là pour ça. Alors, en ce qui me concerne, Powerless est une excellente surprise. Oui. J'y suis allé vraiment à reculons parce que c'est un peu de notoriété publique que les séries inspirées, adaptées de l'univers DC Comics, je suis pas trop client. J'ai jamais réussi à rentrer dans Arrow ni dans Flash malgré les quelques qualités que j'ai pu y trouver. Ça m'a toujours perdu très rapidement. Et là, en fait, même si c'est pas une idée nouvelle, même si c'est pas quelque chose de révolutionnaire, prendre le contre-pied de tout ce que propose DC Comics avec une sitcom qui somme toute est je trouve plutôt pas trop mal écrite, bourrée de références, assez rythmée dans son... Voilà, le format de 20 minutes fait que ça se regarde rapidement, facilement. C'est pas extrêmement ambitieux, mais je trouve que ça se regarde bien. Je ne sais pas si ça
parlerait, si c'est suffisamment universel comme sitcom pour parler aux gens qui sont pas fans de comics. Tu vois, par exemple, quand on pense à Big Bang Theory, il y avait toujours le personnage de Penny qui n'était pas du tout nerd c'était le lien entre auquel du coup on pouvait s'accrocher si on était justement extérieur. Là, je me suis typiquement dit, si je mate ce truc avec ma meuf, est-ce qu'elle va y comprendre quoi que ce soit? Donc je l'ai pas fait, j'ai pas la réponse, mais je me demande si elle en aurait vraiment quelque chose à foutre. Moi, en tant que fan de comics et particulièrement de l'univers DC, je trouve toutes les références assez savoureuses et la manière dont il détourne un peu le truc, je la trouve assez maligne finalement. Je suis assez étonné, le premier étonné vraiment, de trouver que Vanessa Hudgens s'en sort bien. J'aime bien les rôles secondaires, c'est hyper stéréotypé, hein, c'est vraiment du sitcom de base, mais il y a quelque chose de frais, je trouve. Qui fait que voilà, je trouve ça agréable. C'est vraiment, c'est devenu ma série de métro, c'est-à-dire mes trajets de métro, je me mate ça et c'est cool. C'est bien, tu dois pas déranger trop de monde en riant si peu. Pardon. Non, mais c'est pas. Alors effectivement, voilà, c'est le dernier point sur lequel je voulais en venir. Moi, c'est à charge, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est pas. Ok, c'est pas une série sur laquelle tu te tapes le bid en la matant. Je veux dire, effectivement, il y a peu de vannes hilarantes, voire pas. Mais en fait, ce que j'aime, c'est la légèreté avec laquelle on traite l'univers sans prendre le fan de comics pour un con. Je suis d'accord. Et je trouve que du coup, cette légèreté et le fait d'avoir des personnages un peu loufoques et un peu Big Bang sur les bords, il faut bien le dire, dans l'univers de DC, ça marche. Et ce qui est bien, c'est que ça marche que en télé, que en sitcom. C'est-à-dire que tu peux pas faire un comics, à mon avis, tu fais pas un comics powerless qui fonctionne comme ça. C'est vraiment le format sitcom américain de base qui a été éprouvé, une recette qui a été éprouvée des centaines et des centaines de fois, qui fonctionne que dans ce format-là. Et du coup, je trouve que c'est plus une adaptation, c'est un comics mis dans le canevas d'un autre média vraiment qui existait déjà avant et je trouve que ça fonctionne, ça marche bien. Et ça marche pas bien parce que c'est des comics, ça marche parce que c'est un sitcom qui se sert de l'univers comics. Et du coup, je trouve que dans ce sens-là, c'est plutôt une réussite. Et le personnage de Van Wayne, joué par Alan Tudyk, je l'aime quoi. Je l'aime. Il invente des chansons qui ressemblent à du Bob Dylan mais avec des paroles à la con dans son bureau. Et genre j'ai envie de travailler avec lui quoi, tu vois. Il a l'air assez insupportable. Ouais, mais j'ai quand même envie d'être son assistant. Voilà. Merci Joe. Alex, est-ce que toi, ce genre de série, c'est le genre de choses qui peut te plaire, c'est-à-dire on prend un univers un peu, qui est sombre et on essaie de complètement de le. L'univers d'ici, en tout cas le portrait qu'on en a dans les films récemment, ça ne change pas joyeux. Sauf que quand tu regardes tout le CWverse, c'est absolument pas sombre. De quoi ? CWverse, Arrow, tout ça. Ah oui. J'ai pas pensé. Non, désolé, je t'ai bloqué sur les films. Bref. Sur les films. Ouais, non, mais du coup, moi, je l'ai pris plus comme Joe. Donc, par exemple, on prend on prend du Two Broke Girls et sauf qu'on les met dans un univers où il y a des super-héros. Voilà, en fait, elles ont leur quotidien, elles ont leurs choses à gérer. Bon, eux, en plus, ils travaillent dans un environnement qui les oblige à vraiment prendre en compte les super-héros. Mais au-delà de ça, il se passe des choses dans leur vie. Genre Vanessa Hudgens, parce que je suis pas retenue. Émilie qui veut tomber amoureuse, ouais, mais t'es pas dans le monde normal. Et qui tombe sur un bras droit de super vilain, voilà, quoi. C'est ça. Et c'est juste énorme. C'est marrant. Mais oui, voilà. C'est ça drôle. Moi, je m'attendais vraiment pas à trouver ça drôle, pour le coup, et je me suis surprise à sourire et à rigoler plusieurs fois. Alors, la question de Joe, est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout va pouvoir adhérer ? Moi, je l'ai regardé avec une personne qui ne s'y connaissait pas du tout et que ça l'intéresse absolument pas. Il a souri. Il a aimé pas mal de références. Enfin, il a dû comprendre en tout cas pas mal de références. Aquaman, tout ça. Enfin, bref. Donc, t'es maqué en fait, là, t'es en train de dire. Ouais. D'accord. Désolé, éditeur. Non, mais du coup. Ça aura pris qu'une émission pour qu'on le sache, c'est bien. Non, mais. Désolé. Là, tu vas la gêner. Hein. Je te mets tellement mal à l'aise. En plus. Hein. Donc. Voilà. Merci, Je m'en veux, je suis désolé. Donc, ton mec a trouvé ça cool. Oui.
Bah voilà. Non mais c'est là que tu voulais en venir. C'est là que tu voulais en Il a venir. trouvé ça cool. On s'est dit Alors on va continuer. Il lit pas de comics. Il est pas attiré par le genre. Et au final, du coup, c'était sympa pour lui. Et du coup, pour moi, c'est une série. Voilà, c'est une série super légère comme Friends ou autre qu'on va regarder en 20 minutes. Et... D'accord, donc plutôt séduite. Complètement. Et toi, Grégo? Et cette fois-ci, je vais pas mettre la couleur de mon avis. Alors, Qu'est-ce que t'en as pensé ? je crois que je vais aller un peu à l'encontre de l'avis de Joe. Je trouve le postulat de départ super intéressant, avec un gros potentiel. Donc je dis ouais, ok, ça m'intéresse, je veux voir ça. Et dans l'exécution, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je vais commencer par ce qui allait bien. Ouais. On passe pas non plus un mauvais moment. Il y a des bonnes vannes quand même, et j'ai souri, voire ri à plusieurs reprises. Le personnage du boss là est vraiment, je pense, le meilleur personnage de la série. Ça me permet d'enchaîner sur les points que je trouve. Alors c'est pas des ratés, c'est que la promesse de la série, je la trouve pas au rendez-vous. J'ai peut-être pas assez regardé d'épisodes, mais je trouve qu'au moins sur les 3 premiers, on est clairement dans un sitcom de bureau. Si on prend par exemple le 2e épisode, tous les ressorts comiques, en fait, c'est clairement et purement de la vie de bureau. Il y a quelques-uns qui sont basés sur l'existence des super-héros, mais c'est un prétexte en fait. Les vannes marcheraient aussi bien. En fait, ils font des paris, je crois, sur les actions de super-héros, mais ça marcherait aussi bien sur des équipes de foot ou de basket. Fantasy, super-héros, quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup de raccrochages un peu artificiels comme ça à l'univers d'ici. Autre point, justement, l'univers d'ici, je suis pas du tout convaincu. Je trouve que ça passe pas en fait. Avec tout le battage qu'on peut avoir autour de l'univers d'ici, notamment au ciné et dans les séries, je trouve qu'une sitcom comme ça se prête mal à être intégrée dans l'univers d'ici. Pas si tu te dis que c'est complètement détaché de ça, justement. Mais alors, selon moi, ça aurait très bien pu marcher avec un univers fictif qui rappelait d'ici. Tu vois, c'est pas Batman, c'est le hibou. C'est pas Flash, c'est je sais pas quoi, c'est Rapid Thing. Et Speed Rabbit. C'est Speed Rabbit. En fait, les références, on les aurait aussi. Atlantis, c'est à la fois, c'est aussi chez Marvel, ils peuvent reprendre Atlantis et ils mettent Hydroman, je sais pas, tu vois. Ils avaient pas besoin de se raccrocher et puis faire des petits clins d'œil à la fin de l'épisode. Ah ouais, Batman a arrêté le Joker grâce à je sais plus quoi là. Et puis à côté de ça, ils font des produits issus de leur R&D qui sont complètement loufoques, donc qui peuvent marcher, mais du coup, si tu le retranscris dans l'univers d'ici, c'est vraiment débile et ça décrédibilise un peu l'ensemble de l'univers, je trouve. Pardon, si tu n'as pas terminé. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Et voilà, et je trouve que le principal reproche que je fais en tout cas sur les 3 premiers épisodes, c'est que les ressorts comiques, c'est vraiment de la vie de bureau en fait. Les meilleures blagues sont sur la vie de bureau, quoi. Pardon, tu voulais encore... Qui veut parler de points extrêmement positifs par contre de la série ? Je sais à quoi on va arriver, mais je pourrais juste embrayer sur un petit truc. Ça, c'est du coup, t'es pas allé jusqu'au 4e, c'est ça ? Je suis pas allé jusqu'au 4e. Pour tout te dire, il est arrivé ce midi. J'ai pas le temps de le lire. Non, je l'ai. Ah non, il est arrivé chez moi ce midi. Ah, très bien. Mais aussi bon internet que chez moi, c'est cool. Non, mais parce que du coup, dans le 4e, il y a un ressort comique avec Batman qui est assez. Je pense que c'est les premiers épisodes qui essayent de se raccrocher, puis il faut intégrer le nouveau personnage dans l'équipe, etc. Donc en effet. Mais je pense qu'on peut attendre, en tout cas, j'espère, quelque chose de plus fluide, en tout cas, par la suite. Plus connecté avec l'univers. Ouais, parce que je regarderai parce que, comme je disais, j'ai pas passé des mauvais moments non plus, quoi. Il y a des bonnes vannes, en mangeant le midi, c'est tout à fait cool, quoi. Je veux juste dire 2 choses. Moi, le projet, je sais pas si on m'entend bien. Le projet, ils en avaient parlé il y a assez longtemps. En même temps qu'un autre projet de Marvel, je sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait Damage Control. Ouais, Damage, ouais. Sauf que Damage Control, en fait, avec toutes les histoires d'Agents of S.H.I.E.L.D. et de Most Wanted et de compagnie, ça a été repoussé indéfiniment. Je crois que c'est la 2e année que c'est repoussé, que ça devrait peut-être être dans les nouveautés de la saison 2017-2018. C'est même pas encore sûr, c'est pas signé, mais je pense qu'on va le savoir au printemps là. Du coup, quand j'ai compris vu que DC avait non seulement greenlighté et pour commencer à produire les épisodes plus vite qu'eux, je me suis dit bon, pourquoi pas. C'est vrai que vous savez, je suis pas non plus le fan de cette production là, mais je me dis pourquoi pas. La promesse, encore comme vous le disiez, elle était très très grande et j'étais très très intéressé et très excité. Mais effectivement, quand j'ai vu le rendu du premier épisode, qu'il s'agisse des effets spéciaux, des blagues, parce que j'en consomme des sitcoms. Les effets spéciaux, j'ai oublié d'en parler.
Bon, après, c'est une sorte de budget, mais les 5 premières minutes ont été les 5 premières minutes, enfin les 5 minutes les plus longues de ma vie. C'était à la fois... Ah non, mais j'exagère même pas. C'était... mais si Non, j'exagère pas, alors que tu sais pertinemment que t'es dans l'exagération la plus totale. Je retire juste 40 secondes du générique. Parce que voilà, on a tous été d'accord que c'était vraiment une grosse réussite, à la fois intelligente et jolie à voir. Mais je et trouve qui que sert super bien le concept, c'est parfait, quoi. Bah franchement, si ils étaient plus proches du concept du générique dans la série, je trouverais que c'était plus intéressant. Mais même si... Non mais Adrien, il est... voilà, il a son avis, il est pas au micro, c'est bien. Mais je trouve que la promesse de... Enfin, pas la promesse, mais la tentative de vouloir dédramatiser à la fois le monde de DC et de rendre un produit joyeux sur ce qu'on peut... parce que bon, moi les Arrow, les machins, d'une, je les regarde pas et je les trouve pas particulièrement joyeux ou... Enfin, vu les enjeux qu'il y a chaque fois. J'ai vu les premières saisons, mais c'est pour ça que j'ai arrêté de les regarde pas parce qu'elles je les trouve pas assez, enfin pas positives, mais. On a compris. Bon, bref. On a compris. Donc non, pas du tout séduit par le truc. Deuxième épisode, tu parlais du truc de bureau. C'est là que j'ai abandonné. Je me suis dit, je vais même pas regarder le troisième, ça m'a pas donné envie. Du coup, c'est peut-être ça en fait le truc, parce que du coup, moi j'ai failli arrêter après le premier. En effet, je suis pas rentrée dedans. Jens, elle en faisait des caisses pour moi. Enfin, c'était assez insupportable. C'est pas elle qui me dérangeait. Hein. À moi, elle me dérangeait beaucoup. Mais en fait, elle en fait des caisses, mais série, au final, ça sert son personnage. Tu vois, qui justement en fait des caisses pour réussir à être acceptée, et du coup elle en devient insupportable, et son jeu insupportable, genre trop mignonne, trop charmante, trop oui, et puis petit à petit elle devient un peu la meuf relou, mais que son jeu est en adéquation avec ce que tu ressens quand tu vois le personnage, et du coup pour moi ça marche, c'est cohérent. Tu vas quand même mieux quand elle est intégrée, parce que clairement. tu souffles en mode vas-y, on est bien d'accord. Ton cirque, 2 épisodes, voilà. Et je pense que du coup faut persister, je pense vraiment. Il y a un truc derrière. Je persisterai demain midi alors. Je persisterai peut-être. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la série? Bah non, ça y est, on a parlé du générique. Les effets spéciaux. Ma crainte, effectivement, pour être l'une des 2 personnes autour de cette table enfin 3 si je compte Adrien, qui ont vraiment trouvé ça plutôt cool. Il y a aussi moyen, pour les gens qui trouvent ça bien comme nous, que ça s'essouffle rapidement, et qu'une fois que toutes les références et que toutes les blagues auront été un peu écumées, comme Big Bang Theory, tu vois, au bout de 2 saisons, moi j'en pouvais plus, je crois. Quand c'est des séries qui s'autodigèrent comme ça là, il se peut qu'on arrive rapidement à ce stade-là avec Powerless. Mais pour le moment, l'entreprise m'est sympathique. Alors j'ai une petite question pour Joe, parce que c'est la seule personne à être là. Très ravi d'y répondre. Du coup, parce que là il parlait des effets spéciaux qui étaient... Mais tu me perturbes en fait. Pourtant, non mais dis-moi. Donc il parlait des effets spéciaux qui étaient pas terribles. Mais il y en a pas, il y en a quasiment pas. On est d'accord que au début, bizarre avec l'espèce de, je sais pas, mollusque qui... Bon bref, ça ok. Ouais. Par contre, après on arrive au 3e épisode avec Hercule ou je ne sais trop. Ouais. Mais ça va carrément. Mais oui, ça passe. Enfin, c'est clairement. Que ça s'améliore après, je sais pas. Non, mais même au début. Enfin, en général, les pilotes ils sont tournés séparément du reste. C'est la première impression, elle est quand même assez importante. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu sais que t'es devant une sitcom. Déjà où il n'y a pas des masses de budget et où en plus. Pas d'accord du tout. Et du coup, tu dis je suis devant une sitcom avec pas des masses de budget. Tu te dis ça immédiatement. Non, moi ce que je me suis dit, c'est que l'apparente simplicité des effets spéciaux pour moi servait le truc, c'est-à-dire que c'était pas une série que je regardais pour avoir des scènes de combat de rue où tout s'effondre, où du coup c'est hyper réaliste et tout. Justement, le côté un peu cheap. Oui, mais du coup, t'as plein d'astuces pour pas montrer tout ça. Là, ils tiennent à le montrer quand même, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison de le montrer par dire regardez, on n'a pas d'argent. Moi, je t'entends pester là en disant quand même super type. Moi, je suis le premier à dire dans des films où les gens encensent les effets spéciaux, dire non mais là la prestation elle est quand même moche et tout. Je vous parle si moi qui suis hyper relou avec les effets spéciaux. La meuf dans le train, je parle de ça, je parle pas d'explosion dans le ciel ou de monstres chelous. Rien que la première image de la nana dans le train, c'est moche. Je suis désolé, c'est la lumière, c'est pas compliqué. Je dois reconnaître ça et je suis de leur côté pour ça. Alors peut-être que c'est parce que j'ai regardé le premier épisode sur mon téléphone portable dans mon pieu
Regarde le HD, mais vraiment, genre, je l'ai regardé dans les dispositions les plus inconfortables possibles. Peut-être que du coup, j'étais pas focalisé sur ça. Non, mais c'est un détail, mais c'est le genre de truc. Première impression, je suis désolé, moi, ça m'a vraiment pas donné envie de. Et ben pour moi, l'impression la plus importante d'un repas, c'est pas l'entrée, c'est le dessert. Oh. Et du coup, je dois dire que les dernières choses que j'ai vues dans cette série m'ont plutôt donné envie de revenir manger dans ce restaurant. Les dernières choses, je suis complètement d'accord. Voilà. Mais du coup, si moi je n'avais pas dû continuer pour faire cette émission, j'avoue qu'à la fin du premier épisode, j'ai dit à la personne avec qui j'étais que qui n'a pas de nom. Voilà. Que on allait sans doute pas continuer au-delà du 4e. Ouais. Et au final, à la fin du 4e, ouais, moi là j'ai envie de dire ça, persévérance. J'ai envie de voir la suite. On verra si on arrive à me faire changer d'avis. Je parlerai avec Ben et je pense que ça fonctionnera. J'ai pas dit que c'était mauvais, ça tient juste pas ses promesses. C'est fini. Vous pouvez retrouver cette série chez l'oncle Sam. Sur NBC. Et j'imagine que voilà, c'est genre sur vos ordinateurs, peut-être sur NT1 ou W15 ou machin. Oh oui. Ça va finir dans les tréfonds de la TNT, tout ça. En multidiffusion pour 20 la épisodes saison. à la suite sur Énergie 12. La seule à tous les coups. Merci pour cette émission, c'est la fin. Il y avait pas un petit concours la dernière fois ? Alors, en fait, vous parlez d'un truc dont on n'a même pas discuté assez pour que je puisse le révéler, mais quelqu'un a gagné quelque chose, c'est ça ? Ou on a un truc à faire gagner ? Je sais pas. Bah voilà, c'est pour ça que vous parlez. Adrien, prends le micro, s'il te plaît. Oui, bienvenue. Alors, en fait, il s'avère que la dernière fois, dans la dernière émission, Ben s'est lancé le défi complètement con tout seul, de dire ok, je fais gagner un truc à celui qui compte le nombre de fois où je dis flash. Ouais. Et donc, il y a bel et bien un psychopathe qui a compté le nombre de fois où il a dit flash. Il s'avère que c'était 127 fois et voilà. Et donc je crois qu'on a un petit cadeau à lui offrir qui sera déterminé plus tard. Qui sera non, mais on sait ce que c'est. C'est un très beau pins d'un héros lui aussi rouge et méta, puisque c'est Deadpool, et donc on lui enverra un petit mail pour le féliciter. Bravo. On peut dire son nom ou pas ? Ouais, vas-y, cherche pendant qu'on fait la fin de l'émission. C'est le Twitter de Thomas. Ah, c'est ça ? D'accord. Ouais. Tu bravo, veux pas le dire Twitter de Thomas. Tu m'as noyé. Moi, je vous laisse travailler. Bref, on va dire au revoir à nos chroniqueurs. À bientôt, Joe. Bye bye. On te retrouve où ? Vous me retrouvez tous les samedis matins et dimanches matins sur BFM TV pour la chronique Culture Weekend. Et ce week-end, je vous ai parlé, car c'était hier et avant-hier, de Harry Habitant et son nouveau spectacle. Non, laissez tomber. Ok. Regarde, éventuellement sur BFM TV. Et puis sinon, dans Rockyrama, Rock and Folk, les suspects habituels, quoi. Et le burger du mois, bien sûr. Ah oui, le nouveau burger du mois. Alors, l'émission 6 est dispo en ligne et l'émission 7, ce sera à la fin du mois de mars et on y parlera de la World Wrestling Federation. WWF. Absolument. À bientôt, Joe. Au revoir, Alex. Salut. Comment s'est passé la première fois ? Franchement, bien. Bonjour. J'ai envie de dire. Non, franchement, heureusement qu'il y avait Joe pour me déstresser et poser des questions. Donc Grégo ne servait à rien. Et te mettre mal à l'aise de temps en temps. Et l'animateur ne servait à rien. Ok, je Mais note. non, ça c'est très bien. On te revoit bientôt peut-être ? J'espère. À bientôt. On te retrouve quelque part sur les... Sur internet. Et j'ai un tout petit blog sans prétention avec mon acolyte Bazafrog, qui s'appelle Just a Noob. Est-ce que c'est la personne qui regarde... Non. Ne crée pas des bordels tu viens de comme briser ça là. quelque chose. Non, c'est rien. Non. On découvre ensemble. Mais donc voilà, quand j'ai le temps de le mettre à jour. Voilà. À bientôt. Oula, ma voix. À bientôt, Alex. Et Grégo. Oui, tout à fait. Grégocentrique sur Twitter. Et tiens, je me lance un petit challenge. Je me suis plongé dans un mecha Captain America en Lego ces dernières semaines et je partagerai les plans sur mon blog que je m'engage ici à remettre à jour. Quand ? D'ici lundi. Parce que là, tu t'engages, mais donne une date. Et là, j'ai donné une date parce que ça fait 1 an que ça traîne. Donc, et est-ce que c'est ton projet ? c'est mon... J'arrive pas à le faire. Donc c'est mon projet. Moi non plus, je ne peux pas perdre la voix, j'ai déjà perdu il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? On se retrouve dans 2 semaines, le 20 mars, lundi. Et je serai encore là. Ah, on en a... Ouais.
Non, ça me réjouit pas. Oh. Non, mais franchement. Moi, je suis si content. Avec moi 2 aussi. Émissions de suite, mec. Ça fait 3 ans que ça m'est pas arrivé, je crois. Avec Ben aussi. Et Ben sera là aussi. là là. Parce que tu le dis. Parce qu'en fait, maintenant, tout ce que tu dis, il devient vérité. On n'a plus le choix. Quand tu annonces quelque chose, il faut que ce soit vrai. Ça se trouve, c'est pas le Twitter de Thomas qui Tu peux dire, Alors, petite surprise. tu peux dire qu'il y aura Margot Robbie, s'il te C'est plaît. moi qui présenterai l'émission la prochaine fois. Alors là, que de la gueule. Et je suis chaud. Je suis ultra chaud. Ah non, mais c'est bon, c'est acté. T'es mort. Nous retrouvons donc dans 2 semaines. Voilà, à bientôt. Lisez des comics. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. C'était quoi cet accent? Bisous, bah, c'est celui que t'as fait en parlant sans faire exprès. Mais trop pas. J'ai une blagounette de fin. Vas-y. Vous savez pourquoi les Transformers ils se sont alliés à Mireille Dumas? Attends. Bah les masques. Oui, parce qu'elle bat les masques. Moi je vais me moucher, moi.